savez, ce soir, ça sera une soirée sur le thème de la solidarité, avec un intervenant qui est toujours très impliqué dans tout ce qui est solidarité envers les démunis de notre société. Du coup, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Pierre-Georges. Bonsoir, celles et ceux qui n'ont pas encore salué. Bonsoir Pierre-Georges. Bonsoir. Du coup, on va commencer par le commencement. Pour introduire la soirée, est-ce que tu peux te présenter vite fait ton parcours avant tes engagements? Est-ce que tu peux nous parler par exemple de ton rapport avec la foi? Quelle était ta situation? On va aller droit dans le but, oui, droit dans le dur. Ok, très bien. Alors, donc, je m'appelle Pierre-Georges, c'est mon prénom. Schneider-Bergans, c'est mon nom de famille. C'est plus simple, je ne peux pas mettre mon prénom, c'est un peu plus simple. Je viens de fêter mes 43 ans cette semaine, figurez-vous. Voilà, merci. Je suis marié avec Delphine. Nous avons 7 enfants, entre 5 et 15 ans. Et voilà, et mon parcours... alors, pour la solidarité. Alors, alors, très vite, et mon parcours avant et la foi, c'est une question assez large en fait. Je vais essayer d'être très synthétique. Mais pour être très synthétique, de 0 à 20 ans, ça a été très chaotique. Très chaotique. Très compliqué. Et je pense que j'ai plus été bénéficiaire de la solidarité des autres que je ne me suis posé la question d'être solidaire avec les autres. Voilà. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas trop de soucis de moyens. Mais par contre, c'était une famille où il y avait beaucoup de violence. Voilà. J'ai fait pas mal d'internats, j'ai fait, de par mon comportement aussi, partiellement, à peu près 1 ou 2, voire 3 établissements par an, selon les années. Voilà, donc ça ajoute un peu de chaos au chaos. Et voilà, et j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Voilà, j'ai fait un choix, moi, de faire une croix dessus à 12 ans. Ça a vraiment été une demande explicite. Et je ne me suis plus vraiment posé la question jusqu'à mes 20 ans. Voilà, à 20 ans, j'étais militaire. Je revenais d'ex-Yougoslavie, où c'était la guerre à cette époque-là, avec quelques blessures supplémentaires, et puis aussi un ami en moins, et des questions par rapport à la vie, etc. Et là, j'ai rencontré Delphine. Je ne savais pas encore que ça allait devenir mon épouse, mais ce que je voyais, c'est qu'elle était super heureuse, et qu'elle me semblait très libre. Pourtant, elle n'avait pas une vie super trépidante. Moi, je voyageais, je faisais plein de trucs. Elle faisait pas trop de trucs visibles, mais elle avait l'air profondément heureuse. Ça a piqué ma curiosité. Et je me suis dit, qu'est-ce qui la rend si heureuse? Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions sur la foi. Et après, c'est les 20 années d'après qui ont suivi. Et donc, est-ce que c'était un déclic ou plutôt un cheminement progressif ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé alors à se tourner vers la solidarité envers les autres, du coup? Alors là, si on rentre précisément sur la transition, je peux vous la partager, je peux vous la témoigner. Si c'est trop long, tu me coupes, hein, tu tires la prise. Je n'hésiterai pas. Arrête de parler. Mais ça te mérite un peu plus de temps. Enfin, du coup, un petit détail. Pour être très clair, la curiosité de Delphine, c'était pour tout vous dire, je suis rentré d'ex-Yougoslavie, il y avait une soirée, c'était pour mes 20 ans. Et donc, il y avait une grosse fête. Donc voilà, je suis allé voir une des amies qui allait participer à cette fête. Il y avait donc Delphine qui était là. Et puis on est tous partis à cette soirée. Et soirée, juste avant que je prenne le micro, il y avait de la musique, c'était sympa. Là c'était tout aussi sympa, avec une musique peut-être encore plus du monde brouhaha et tout. Et la seule chose que j'ai pu entendre, c'est Delphine qui me dit « Est-ce que tu pries ?» Je dis « Hein? Quoi ?» J'ai du mal à comprendre à cause de la musique. C'est quoi ta question? Est-ce que tu pries? Je dis « Mais elle est frappée en fait. » Et je dis « T'es mormon? T'es témoin de Jéhovah ?» Elle me dit « Non, mais non, je te demande juste si tu pries. » Mais c'est quelle étrange question. Et puis c'est marrant parce que des copines sont venues me voir après, elles me disent « Ah, t'as vu, Delphine, elle t'a parlé et tout. » Bon, à l'époque, j'avais d'autres valeurs, d'autres principes. C'est vrai qu'une soirée, logiquement, moi j'avais un objectif quand même assez précis dans ces soirées. C'est pas forcément d'entrer tout seul. Et ils m'ont dit « Tu verras, avec elle, ça va moins bien marcher parce qu'elle a des convictions, elle a machin, la truc. » Je dis « Ok, ça marche. » Et puis il me dit « Puis tu sais, sois cool avec elle parce qu'elle a prié pour toi pendant 6 mois. Quand t'étais en ex-Yougoslavie, pendant les conflits, on avait peur qu'il t'arrive quelque chose et elle a prié pour toi. » Je dis qu'elle a prié pour moi, c'est sérieux. Donc je suis retourné la voir, je lui ai dit « T'as prié pour moi, toi ?»
Elle dit oui, attends, c'est quoi le concept, enfin, l'idée, le principe, la base et puis on a commencé à parler, elle me racontait un peu sa vie, ses engagements, le fait, elle me dit, bah tu veux, samedi, je vais dans la cité, on va faire des trucs, un groupe, bon, je l'accompagne. Vraiment, c'était sincère, j'étais vraiment curieux. J'avais pas d'intention, genre je vais l'accompagner et faire mon petit numéro, pas du tout. C'était vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, on est allé dans les cités de Strasbourg, qui sont quand même des cités un petit peu péchues. C'était, bon, pour l'anecdote, là je vous le partage, mais c'était les cités où moi j'allais m'approvisionner dans des substances illicites quelques années auparavant. Donc c'est vrai que ça m'amusait de revenir dans ces conditions. J'espérais quand même pas trop me faire voir. Elle m'a invité ensuite à un truc qui s'appelait le groupe biblique universitaire. Trop flippant le nom. Et elle me dit, viens voir ce que c'est, tout ça. Je vous raconte l'anecdote jusqu'au bout. J'arrive dans ce groupe, il y avait plein de jeunes. Il y en avait certains avec des guitares. Et puis il y en a un qui arrive qui dit, oui, bienvenue à toi et tout. Alors je lui tends la main, je lui tends pas la main. Et je dis, écoute, tu sais quoi, tu me parles pas, je te parle pas. J'ai rien contre toi, mais tu sais quoi, laisse tomber. Je suis pas là pour toi, Bon, un peu refroidi, il s'en va. Delphine arrive, salut, t'as pu venir? Ouais, bien sûr. Elle me dit, bah viens, pose ton casque, pose ta veste, tout ça, tu vas voir, je vais te présenter. En fait, c'est mon grand-père qui a lancé ça il y a longtemps, c'est une histoire de famille, ma famille hyper impliquée. D'ailleurs, c'est mon frère qui anime ce soir, je vais te le présenter. Elle appelle son frère, qui me dit, tu me serres la main maintenant? Voilà, donc ça a été mon témoin de mariage et on a eu quelques années plus tard le droit au sketch de notre première rencontre. Et en fait, c'était assez marrant parce que j'ai trouvé assez décalé ces jeunes, un peu cucu, pour tout vous dire. Et en même temps, je voyais une joie que moi je portais pas. Voilà. Elle m'a offert une Bible. Bon, c'est un cadeau comme un autre, j'aurais préféré autre chose, j'imagine, mais elle m'a offert ça, elle m'a expliqué qu'elle la lisait tous les jours, le concept, quoi. Et voilà. Et puis bon, c'est vrai que voilà, moi je me sentais quand même pas très libre. Je lui ai fait une super déclaration d'amour, pour tout vous avouer. Je vais essayer d'accélérer, mais vous m'avez demandé de pas me poser la question, c'est un peu long. J'ai fait une super déclaration d'amour. Je sentais bien qu'elle avait des sentiments, j'étais pas bébête. Et puis je lui dis que je l'aime, tout ça, et puis elle me répond merci. C'était pas vraiment la réponse attendue. Elle m'explique qu'elle a en effet des sentiments pour moi, mais qu'en fait c'est pas jouable, parce que avec ce que je vis, je vivais quand même un peu plus la nuit que la journée. Elle me dit je pense pas que ça soit compatible, et quels que soient les sentiments que j'ai pour toi, ça va pas être jouable en fait. Et ça m'a fait énormément de peine. Je pense que ça a blessé mon ego, ça c'est évident, mais pas que, parce que pour la première fois j'avais des sentiments. Elle me disait, moi, puis moi, j'aimerais attendre, j'aimerais si. Je dis, mais moi, j'attends tant que tu veux, 3 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr, mais bon, sur le principe, voilà. Et j'étais un peu triste. Et en même temps, je sentais bien qu'elle n'avait pas totalement tort. Voilà. Et que je n'étais pas forcément fait pour ça. Et ça me faisait vraiment de la peine. Et puis un soir, j'arrive à la conclusion directe, je te promets, et je serai beaucoup plus synthétique sur les autres questions. Et puis un soir, donc, à ce moment-là, j'étais à Gap. Je ne sais pas si vous connaissez, super petite ville où il y a plein de choses à vivre. Sportive, hein, cool, hein, trop bien Gap. Et puis j'ouvre sa Bible, et puis je lis un verset. Franchement, je l'ai ouvert, je ne sais pas pourquoi, je devais pleurer de romans, je ne sais pas. J'ai ouvert, et j'ai lu « Tu es l'argile dans la main du potier ». Ah, en plus, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc toutes les histoires, on les commence... Enfin, moi, quand j'étais petit, je me souviens, mon moment préféré à la messe, c'était le Notre Père. Parce que je savais qu'on allait bientôt finir. Et chaque fois qu'un évangile démarrait, souvent c'était... Il y avait un père qui avait... c'est du fils prodigue. Il y avait des trucs... Ah ouais, c'est l'histoire. Ah, le potier, le potier. Donc je veux dire, ce truc-là, je l'avais entendu 100 fois. Et ce jour-là, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'en fait, si on était de l'argile dans la main du potier, en fait, j'avais jamais été seul. Ça serait trop long de vous raconter, mais c'est vrai que ça a été vraiment très violent dans mon enfance. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis senti très seul. Il y a eu des abus, il y a eu pas mal de choses, et du coup, je m'étais construit cette carapace, et je pense que la solitude était ce qui marquait quand même ma vie, malgré toute l'indépendance dont je pouvais faire preuve extérieurement. Et ce jour-là, en fait, quand j'ai lu cette parole, c'est comme si d'un coup j'avais compris que j'avais jamais été seul. Et que voilà, je n'avais jamais été seul, même dans ces moments d'épreuve, même dans ces moments durs, j'avais jamais été seul. Mon réflexe a été un peu étonnant, parce que j'ai pris la Bible, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai balancé la Bible par la fenêtre. Voilà. Aussi parce qu'il y avait d'un coup un mouvement d'émotion, et c'est vrai qu'avec tout ce que j'avais vécu durant mon enfance, à l'armée, dans plein d'autres choses, je m'étais un peu blindé quand même. J'avais blindé ce champ d'émotion en tout cas. En tout cas, d'un coup, une émotion forte qui me prend au cœur, qui me donne envie de pleurer, c'était pas acceptable à 20 ans. Donc la Bible, elle est passée par la fenêtre. Et pour conclure, et là je vais vous témoigner ce que j'ai vécu très simplement, et en toute humilité aussi,
parce que c'est des choses qui m'ont dépassé. Quand j'y pense, ça me dépasse encore. Mais cette nuit-là, je me suis couché, et puis je me suis endormi, voilà, très simplement. Et je me suis réveillé en pleine nuit, glacé, mais glacé de froid. Et puis mort de trouille. Je pense qu'en fait, si je relis ma vie, je pense que j'étais mort de trouille une bonne partie de ma vie, et peut-être encore aujourd'hui, mais jamais de façon consciente. Là, j'étais tellement mort de trouille que je n'avais pas le courage d'allumer ma lumière. Mais quand vous êtes petit, vous entendez le bruit du chat, du voisin, ou le truc, ou le machin, une petite lumière qui bouge, et vous faites oh. Bah là, juste le concept, c'est que j'avais 20 ans. J'étais pas d'une nature clairement pas peureuse, et j'avais peur d'allumer ma lumière. Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose dans la pièce qui n'était pas bon, et qui me disait, je suis là, t'es à moi, et j'ai des projets pour toi. Et là, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me disais, allume ta lumière. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais pas un truc que j'ai... Et je me suis dit, putain, t'as lu un truc aujourd'hui, t'as balancé une bille par la fenêtre, là il se passe ça. Bon, après je suis pas plus bête qu'un autre. J'ai pas réussi à allumer ma lumière, je me suis mis à genoux, et je dis, Seigneur, si t'existes, je te donne ma vie. Et ne m'abandonne jamais. C'est tout ce que je te demande. J'ai pu allumer ma lumière, je suis sorti, j'ai récupéré ma Bible. Je vous dis pas que je la lis tous les jours, mais quasiment depuis 23 ans. Et le Seigneur m'a jamais abandonné. Voilà. Et je suis rentré, et j'ai parlé avec Delphine, et elle m'a dit, écoute, j'ai réfléchi, entre ta demande et il s'est passé 6 mois, et elle me dit, toi et Dieu, c'est pas compatible. Toute ta vie, tes amis, tout ce que tu vis, c'est pas compatible. Et j'ai vraiment des sentiments pour toi, ça va être dur, mais je sens que c'est pas possible. Et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je te choisis toi ou est-ce que je choisis Dieu? Et je lui dis, s'il te plaît, choisis pas, reste bien accroché à Dieu, j'arrive. Voilà. Et puis ça a été le début d'une autre histoire. Très beau témoignage. Du coup, maintenant, on va arriver plutôt dans les engagements, du coup. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Et on va notamment parler de la Maison Lazare. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers la solidarité à ce point-là? Alors, déjà, je suis super, je vais volontairement, en plus on se connaît pas beaucoup, mais tu vas déjà le détester. Alors en fait, je te taquine. En fait, les engagements, peu importe les engagements, j'ai presque envie de dire, et la solidarité, je me sens pas très légitime sur ce thème, pas plus qu'en tout cas chacune et chacun d'entre vous. Donc ce que je vais vous raconter, c'est pas parce que je suis une référence sur la solidarité, parce que je vous le dis clairement, je le suis pas. Croisez-moi quand je suis en moto, arrivez en voiture, mettez pas votre clignotant et vous verrez, je suis carrément pas un témoignage de sainteté et de solidarité. Mais je vais quand même vous parler de cette aventure. D'abord, est-ce que quelqu'un connaît Lazare? Super. Quelques mains. Oh, alors toi, Antonia, alors, je vous le dis quand même, une des premières colloques de la Maison Lazare d'Angers, elle est là. Donc je me sens un devoir personnel de la faire intervenir à un moment ou à un autre. D'abord pour la mettre mal à l'aise. Et puis, deuxièmement, parce qu'elle a un très beau témoignage, et ça serait dommage que vous en priez. Et si tu me le permets, et tu valides et tout, hein, mais si c'est pas possible, j'avoue que je tendrai bien le micro. Lazare, c'est une magnifique aventure. C'est des maisons qui proposent des colocations solidaires entre les jeunes pros et les gens de la rue. Ça a commencé par l'APA à Paris, ça a continué avec Lazare. Je crois qu'Étienne, qui est un des fondateurs avec Martin de Lazare, de l'APA et de Lazare, a déjà témoigné. Et c'est vraiment une très belle histoire du Seigneur. Enfin, franchement, je ne ferai pas son témoignage d'abord parce que je ne le ferai pas aussi bien que lui, mais c'est un gars qui à un moment a répondu à un appel, quoi. Un truc, vous savez, les petits coups de la Providence, le gars qui prie, il y a un panier avec plein de sang dedans, et dit si je tire Mère Teresa, je me mets en coloc avec un gars de la rue, et avec plein de sang, il a tiré Mère Teresa. Donc il a assumé, et puis quelques années plus tard, c'est quelques centaines de colocataires sur Paris, 7 maisons en France, on a d'autres en Europe et d'autres qui s'ouvrent, et plein de gens qui relèvent et qui répondent à l'appel du Seigneur derrière ces gars qui ont lancé cette aventure. Mais en gros, qui accueille une famille sur le lieu et des colocations. Et ces colocations, donc c'est moitié des jeunes pros, des étudiants ou des jeunes pros, et l'autre moitié des gens qui sont à la rue. C'est une aventure de vie partagée, avec des gens qui ont tous les âges, qui ont toutes les origines, qui ont toutes les confessions, qui ne se sont pas vraiment choisis. Parce que, Antonia, tu pourras le dire, même si on reste amis avec ces colocs dans le temps, et ben en fait on ne les choisit pas quand on arrive. Des gens qui sont là par choix, en se disant ouais, je vais suivre le Seigneur, je vais vivre en coloc, et puis des gens qui arrivent parce qu'ils ont froid, qui sont seuls dehors, que leurs travailleurs sociaux leur parlent de cette solution et qui se disent chouette, c'est un toit. L'idée évidemment, c'est de vivre un peu plus que simplement partager un toit, mais vivre aussi une réalité fraternelle. Et alors, comme je suis hyper égocentrique, je vais vous parler de ma famille et de moi, puisque l'idée c'est qu'il y a une famille sur le lieu. Cette famille, donc c'est un engagement bénévole, sur logiquement à peu près 3 ans de mandat. Cette famille, elle est sur le lieu, d'abord pour être au service de la maison et des personnes qui y vivent. S'assurer que tout se passe bien, participer au recrutement, à la vie de la maison, intervenir quand des fois ça pète, faire en sorte que les règles soient respectées, puisqu'il y a pas mal de règles pour vivre ensemble comme ça, comme on peut l'imaginer.
mais elle est aussi surtout pour témoigner de la réalité de la vie de famille. La réalité de la vie de famille dont on a été témoin pendant 4 ans dans la Maison Lazare, c'est une vie famille toute simple, avec des hauts, des bas, des cris, beaucoup de cris d'ailleurs, parce que les enfants crient énormément. Rajouter un trampoline, ça fait double dose de cris. Et en fait, c'est ce qui donne aussi un peu ce ciment familial à cette maison. Voilà. Et ça a été une aventure absolument incroyable qu'on a eu la chance de vivre avec Delphine et les enfants, avec vraiment des grands hauts, des grands bas, où on a surtout découvert l'étendue de notre fragilité, l'étendue de notre faiblesse, voilà, qui était renvoyée aussi par la faiblesse des colocs. Je me permettrai du coup, peut-être avec d'autres questions, de rebondir avec quelques témoignages. Moi, ce que je peux témoigner, parce qu'on est sorti, figurez-vous, il y a quelques jours de cette maison. Voilà, parce que les mandats, c'est 3 ans, nous on a fait plus de 4 ans, donc il était plus que temps qu'on laisse la place. Et puis pour les enfants aussi. Et on est parti, et on a été extrêmement gâtés. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est qu'on est arrivé tous les 9 dans cette maison, qu'on est tous repartis différemment entre le jour où on est arrivé et le jour où on est reparti. Moi, complètement bouleversé dans ma foi, mais j'ai un garçon qui s'appelle Amadou, qui a 43 ans, qui est musulman, qui a été mon grand témoin. Ça a été mon grand témoin de foi. Il a changé ma relation au Christ et au pardon. Je vous raconterai tout à l'heure un petit peu de teasing. Je vous raconterai ça tout à l'heure très volontiers. Le regard des enfants aussi, sur la différence. Moi, je me suis rendu compte aussi que ce que j'avais vécu enfant, toutes les blessures, les abus qui m'avaient mis dans cette solitude, en fait, avait créé une connexion. C'est pour ça que quand je les voyais, je les trouvais pas différents. Me rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas le fait d'être gentil, bienveillant, qui a créé des liens, mais c'est peut-être les fois où je me suis planté avec eux, où j'ai été un gros con, parce qu'il m'arrive d'être vraiment un gros con avec les colocs, et ils ont dû me pardonner. Et c'est peut-être dans cet exercice de pardon mutuel qu'on est devenus frères. Voilà, et je vais arrêter, parce que si chaque fois je Là, il y a une petite question. Petite question que Sœur Marie-Élie m'a répétée 5 fois dans la journée. Pourquoi Lazare? Pourquoi le nom de Lazare pour les maisons Lazare? C'est super facile, parce qu'en plus, c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, je sais pas d'abord si j'ai absolument toute l'histoire, il faudrait demander au fondateur pourquoi Lazare, mais clairement, il y a évidemment une référence aux 2 Lazare de la Bible, à celui que le Seigneur fait sortir de son tombeau et ressuscite, et puis au pauvre, celui qui est devant nos portes, celui qui a faim, celui dont se nourrissent les chiens. Et alors, pour vous dire ça, puisque là, c'est moi qui ai le micro, je vais vous dire un truc qui résonne depuis que j'ai vécu à Lazare. C'est à un moment, ils disent, il n'y a que les chiens qui lèchent ses plaies. Et moi, j'ai pris conscience que peut-être que le cadeau qui nous avait été en famille, c'est d'être ces chiens. En fait, c'est d'être ces petits. On n'a pas été les riches, et on ne s'est pas mis au service de Lazare du pauvre. On a été ces chiens, ces petits. En l'occurrence, peu importe, on va développer, mais moi, je me suis senti proche en fait de cette parole et je l'avais jamais entendue. Pourtant, l'histoire de Lazare, elle faisait partie comme les autres de c'est l'histoire de Lazare à la fin, le truc le doigt dans l'eau. Et bien là, en fait, c'était les chiens qui lèchent les plaies des pauvres. Et je me dis, dans notre pauvreté, en fait, on peut avoir la grâce aussi de participer à quelque chose. Voilà. Mais donc, ça répond à la question Lazare quand même. Évidemment, c'est sur ces 2 références bibliques du mort qui ressuscite. Et du coup, comment tu as connu l'association Maison Lazare et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te proposer pour y participer? Ok, alors je vais beaucoup dire nous, pas parce que j'ai un ego surdimensionné, mais parce que ça a été une aventure de couple avec Delphine. Évidemment, c'est un choix de famille, donc c'est 50-50, voilà, dans le meilleur des cas. Puis si j'étais honnête, je dirais c'est 50% Delphine et moi, 50% le Seigneur, voire 70% le Seigneur et 30%. Bref, on arrête avec les statistiques. L'histoire, en fait, c'est assez marrant. Et je vais vous la partager parce que la majeure partie, vous êtes étudiant ou jeune pro, c'est ça? On est d'accord? Non, c'est ça? Ok, super. Parce qu'en fait, c'est directement lié à l'orientation professionnelle. Donc, petit topo sur l'orientation professionnelle. Chapitre 1. Non, blague à part, c'est clairement lié à des choix professionnels pour moi. Parce que ça a été une période de ma vie, comme tout bon cadre qui se respecte, qui remet en question la totalité de son avenir professionnel dans la structure dans laquelle il est tous les 3 ans pour trouver mieux, plus vite, plus cher, mieux payé, etc. J'étais à une période de transition. Et je me suis dit, bon, transition, 37, je sais plus, un truc comme ça, plein d'enfants déjà. Donc voilà, là où je suis, je commence à m'ennuyer, je patine, les prévisions d'évolution sont un peu bouchées. Il faut que je m'ouvre et je rebondisse et je vais faire autre chose de mieux, tout ça. Et donc je pars faire un petit bilan de compétences, comme on fait à cet âge-là. Je me prends 4 jours dans un lit ouvert avec des professionnels qui m'aident à choisir mes appétences, mes compétences, l'historique professionnel, ce vers quoi je me projette.
patin couffin. Et puis j'avais deux trucs en tête. Le premier truc, c'est faire du conseil. Parce que je me dis consultant, j'ai bossé quand même 10 ans dans le monde du conseil. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, je pourrais en parler des heures parce que c'est passionnant. Et c'est une approche de service quand même. Si on peut le prendre vraiment comme du service. Et je me dis c'est fantastique parce que c'est à la fois du service et en même temps ça nourrit mon besoin d'être dans des environnements totalement différents. On peut accompagner des entreprises d'industriels qui sont très proches du terrain, on peut accompagner des associations, des fondations, des grands groupes, des petits groupes, des qui vont bien, des qui vont mal. Voilà. Donc on change constamment d'environnement et on est dans une notion de service, donc je me disais le conseil, pourquoi pas. Et puis l'autre truc que j'avais en tête, c'était racheter une PME, racheter une petite entreprise à taille humaine, et puis monter un nouveau modèle économique, parce que l'économie change, ça bouge. Voilà, il faut plus enseigner Milton, donc je me suis dit, rachète une petite PME et puis je monte un concept avec de l'actionnariat salarié, de l'actionnariat fournisseur, voilà, un truc un peu coopératif. Et donc j'avais ces deux projets en tête. Et puis je fais mes petits bilans. Alors pour l'anecdote, je fais ces 3 jours de bilan à côté d'un gars qui s'appelle Étienne. Ça commence à vous donner le début des problèmes à commencer là. Mais c'est pas directement lié. Et je finis ces 3 jours avec en fait un truc hyper clair. C'est que oui, la PME, ça me botte, oui, le conseil, ça me botte, mais ce qui m'intéresse encore plus, parce que j'ai une famille nombreuse, qu'on vit des trucs avec Delphine, c'est véritablement d'être disponible pour le Seigneur et pour vivre quelque chose en famille. On a eu la chance d'avoir des expériences missionnaires en couple, on a fait des projets super, on a même fait des projets qui n'ont pas marché, mais bref, on a fait plein de trucs. Mais là, je me dis, à ce stade de vie, ben voilà, j'ai un garçon qui avait 12-13 ans, qui était plein de questions de fond. C'est génial tout ce que tu nous racontes, papa, mais toi tu fais quoi? Et à quoi ça sert? Et pourquoi tu fais ça? Et donc c'est chouette, mais on aimerait bien être plus simple dans la réponse. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant, je pars de ce bilan en me disant qu'en fait, si je change, c'est d'abord pour un projet de famille, et d'abord pour un projet de famille, en lien avec ce qui crie dans le monde, quoi. Il y a des injustices, il y a plein de choses qui se vivent, il y a des choses qui crient, et je sais pas. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de ces 4 jours, la super consultante qui faisait les 4 jours, elle vient me voir, elle me dit « Écoute, j'ai une proposition à te faire, je suis consultante dans plein de grands groupes, je fais des trucs super, c'est vraiment une référence. » Et elle me dit « Est-ce que tu voudrais rejoindre notre groupe de consultants ?» Trop de la bombe. Et puis, quelques jours plus tard, j'avais fait une offre d'achat pour une PME, alors comme j'ai pas beaucoup de sous, j'avais fait bien en dessous du prix d'achat. Et j'avais proposé à ce patron tout un montage sur une nouvelle façon de vivre l'économie et puis l'écosystème de sa PME. Le gars me rappelle et il me dit « C'est ok, je suis d'accord pour vous la vendre à ce prix-là. » Et donc je dis à Delphine, je viens de faire ces 4 jours, les 2 trucs que j'avais en tête, j'ai des opportunités. Et elle me dit « C'est génial, tu choisis A ou B ?» Et je dis en fait, rien du tout. Je vais rester là où je suis, et puis on va rester disponible pour autre chose. Elle me dit « Je comprends pas trop, t'as les 2 trucs que tu voulais, tu veux rester disponible pourquoi ?» Je dis « Je sais pas, je me dis qu'on pourrait... On a peut-être un truc à vivre ensemble, en famille, différent. Je sais pas, mais j'ai envie de rester dispo. » Je vous parle de ça parce que cette disponibilité, ça a été vraiment la première étape. Et puis, je suis retourné à mon job, j'ai essayé de le faire du mieux que je peux, et puis je me suis dit, bon, je voulais changer de géographie. On habitait dans un lieu, j'avais envie de déménager, mon job me permettait de bouger un peu n'importe où. Donc le n'importe où que j'ai choisi, c'était Angers. Pourquoi? Parce que on voulait être dans l'Ouest. On fait ce qu'on veut d'abord. On voulait aller dans l'Ouest. On a hésité entre Nantes, Vannes et Angers. Nantes, c'était super cher, il y avait des bouchons, et puis en fin de compte, c'était un peu trop grand pour la famille. Vannes, ma femme m'a dit, tu vas passer ton temps sur ta planche, je te verrai pas. Et donc Angers me semblait être la solution la plus raisonnable. Et donc on choisit d'aller à Angers, on passe un petit coup de fil, je passe un petit coup de fil à mes potes pour leur dire on déménage. Et puis là, je passe un coup de fil à Étienne, qui me dit, écoute, c'est génial, parce que nous, on prie pour trouver une famille pour une maison Lazare à Angers. Et je dis, une maison Lazare? Ah ouais, j'étais un peu gêné, parce que ça faisait plusieurs fois qu'il m'en parlait, et puis je me souviens plus trop ce que c'était. Je dis, ouais, toxicomane? Et il me dit, non, rien à non, je te réexplique. Colocation, solidaire, gens de la rue. Oh, c'est génial. Super, écoute, dès qu'on s'installe à Angers, on en parle autour de nous, hein, vraiment, on fait de la pub à gogo, et puis on prie pour ça, hein. Salut. Et puis 2 jours après, je me dis, je fais un déplacement à Nantes, il y avait une maison Lazare à Nantes, et je me dis, tiens, plutôt que d'aller dormir à l'hôtel comme un crevard, je vais aller dormir à Lazare, que ça j'arrêterai de lui demander ce que c'est. Je suis allé dormir à Lazare, je vous la fais super courte. J'ai été accueilli comme un chien dans un jeu de quilles, de façon très désagréable. Les colocs se sont pourris à table toute la soirée, mais pourris. Quand je dis pourris, c'est pourri.
Je suis arrivé, alors j'étais en costume 3 pièces, je sortais d'un rendez-vous client, donc c'est vrai que mon look n'a pas aidé au premier contact. Il me dit, c'est toi, gars? Ouais, viens, c'est au deuxième, ok, je m'assieds, truc là. Ah, t'es là, toi, le beurre, machin, jamais tu changes. Bah, l'autre, il est arrivé, il faisait des diagonales dans le couloir. Je lui dis, il trouve la table, c'est un miracle, il l'a trouvé, il s'est assis dans un état semi-comateux. Il y a un coloc qui arrive, bonjour, bienvenue à Lazare. Toi, faux cul, il est là, toi, tu fais ta grande gueule. Mais banana, il se lève, l'autre repart. Il est reparti, je l'ai jamais revu d'ailleurs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le repas se passe, on mange, hein, c'est vrai. Fin du repas, il y en a un qui fait, bon, on prend une tisane, on va se promener. Je dis, non, je viens dans ma tête, je dis, les gars, vous voulez pas juste arrêter les frais, quoi. Puis moi, je vais me coucher, quoi. J'ai rien dit, évidemment. Et tout le monde se dit, bah, on va faire une balade. Et on est parti, cette drôle d'équipe, 5 ou 6, dans les rues de Nantes. Ce moment-là, il est dans mon cœur pour toujours. On était une équipe improbable, on a eu des discussions improbables, c'était d'une simplicité incroyable, ça m'a bouleversé. Je suis rentré à la maison, au passage, ma femme venait d'accoucher de jumeaux, là, elle avait fait un AVC, elle a été hospitalisée 3 mois, les bébés avaient 3 mois, on avait trouvé une super baraque au cœur d'Angers, on allait aménager 3 semaines plus tard. Je rentre à la maison, je dis à Delphine, je dis, ça y est, j'ai notre projet. Elle me dit, de quoi? On va aller dans une maison avec des gens de la rue. Pardon, excuse-moi, j'ai pas... Elle me dit non. Alors non, pas du tout. Et c'est la plus gentille des deux, hein. Je vous rappelle pas l'histoire, mais vous voyez d'où je viens, et voilà. Et elle me dit, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis c'est une fille intelligente, je vous le dis, parce que vous la connaissez pas, mais avec ce que je vais vous dire par la suite, vous dites où elle est tarée, où il y a eu un truc, je vous rassure, c'est la deuxième option, il y a eu un truc. Le lendemain soir, je rentre du boulot, elle était en larmes devant l'ordinateur, elle avait regardé deux pauvres vidéos sur YouTube, elle avait prié et elle m'avait dit, je pense que c'est d'accord. Le concept. J'étais presque déçu que ça soit aussi facile. Et on est allé visiter la maison, c'était au premier étage, il y avait 70 mètres carrés, je vous rappelle qu'on était 9. C'était totalement impossible parce que ma boîte en fait voulait pas que je déménage tout de suite. Enfin, il y avait en gros 5-6 trucs pas jouables en fait, raisonnablement pas jouables. Donc on a dit, Seigneur, voilà, on te pose ces 5 trucs. Si tu l'élèves en 10 jours, parce que c'était notre délai de décision pour dire aux déménageurs, ne déposez pas ça là, si tu lèves les trucs en 10 jours, nous on te dit oui. J'aurais dû mettre un poids de plus, une piscine ou un jacuzzi, parce qu'en fait, absolument tout s'est levé dans les 10 jours, et donc en fait, on n'avait plus qu'à dire oui. Et donc on a débarqué à Lazare pour cette aventure pour 4 ans. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je fais partie d'un réseau de consultants dont je suis très fier de faire partie, on est 120 sur une quinzaine de pays, et aujourd'hui, j'ai créé avec un associé qui est génial, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui a un business model innovant, et en fait, j'en grâce parce que tout ce dont je rêvais, je peux le vivre aujourd'hui. Et on en reparlera de cette entreprise solidaire. Maintenant que tu es dans Lazare, comment ça se passe? Comment l'aide est apportée? Est-ce que c'est plus une aide psychologique? On voit qu'il y a quand même pas mal de points matériels pour aider ceux qui n'ont pas de toit. Concrètement, au quotidien, quelle est l'aide qui est apportée aux personnes en difficulté? Alors ça c'est super, Antonia, je vais me permettre de dire, en fait, est-ce que tu me permets de rajouter une chaise qu'Antonia vienne sur ce passage Lazare près de nous? Volontiers. C'est génial. Antonia, it's time to shine. Merci. Déjà, elle vous fragile. Bravo. Tiens. Et alors moi, je vais quand même donner ma petite part de réponse. J'ai donné ma petite part de réponse parce que qu'est-ce qu'on leur apporte? Je pense que j'ai volontairement envie de changer la... C'est carrément plus haut, ça fait perron. Tu préfères un tabouret carré ou un tabouret rond? Chaise. Et donc moi, ce que j'ai envie de partager d'abord, c'est une des phrases qui est un fondamental de Lazare et qu'on partage, et d'ailleurs que nous avons partagé avec Antonia. Qu'on a partagé, c'est gênant. C'était mon premier objectif, il est réussi, c'était de te mettre mal à l'aise. Et donc, la première chose qu'on dit à des volontaires qui veulent s'engager, aux volontaires particulièrement, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est de venir pour vous, pour faire bouger les lignes de votre vie. Si vous venez pour autre chose, ça va être chaud patate. Si vous venez pour changer le monde, pour aider ceux qui en ont besoin, franchement, ça va être chaud. Et la phrase qui a été notre moteur et auquel on s'est accroché, et je vous partagerai tout à l'heure aussi pourquoi cette phrase elle était dure à entendre certaines fois dans cet engagement Lazare, c'est une phrase de Mère Teresa qui dit ce qui compte c'est pas de réussir, c'est d'être fidèle. Et en fait, je pense que je peux résumer notre engagement et ce qu'on apporte, entre guillemets, à cette phrase-là.
C'est-à-dire que, en fait, peu importe, il n'y a pas la question, c'est pas ce qu'on apporte, ce qu'on n'a pas. En fait, on a en définitive assez peu de choses à apporter. Mais la question, c'est la notion de fidélité. Est-ce que je suis prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à aimer? Est-ce que je suis prêt à montrer que je ne suis pas capable d'aimer? Est-ce que je suis prêt à le dire? Vous savez, les vendredis soirs, on a un repas partagé. La première fois qu'on a organisé un vendredi soir avec ma femme, tu peux rire, hein, tu t'en souviens, mes enfants ont mis, je dis, eh non, le couvert, le couteau, de l'autre côté, s'il te plaît, quand même. La serviette, dis correctement. On a fait un repas, on s'imaginait que c'était une cousinade, quoi. Et en fait, on devait être 30, on était 4. Et puis le vendredi d'après, on s'est pas fait avoir, on a mis 4 couverts, on était 30. On a vite senti que ça allait pas être jouable de préparer des trucs. Et en fait, la réalité de Lazare, et ce qui nous a émerveillé au cours de ces 4 ans, c'est ça. Et donc, peut-être ce qu'on a pu... Ce qui nous a été demandé peut-être à chacun individuellement, moi en tout cas c'est mon analyse, en fait, c'est d'être fidèle et de rester là où on était. Et d'y mettre du cœur. Et le reste, en fait, on a été témoin. Et ça, tout à l'heure, moi je vous donnerais surtout ce dont on a été témoin en étant présent. Et ça, pour le coup, c'est de la folie. J'ai pas de questions. Hein. Antonia, si la même. Oui, Vas-y. Même question. Moi j'ai passé le micro donc. Oui. La même question donc. En quoi consiste l'aide du coup au quotidien que fournit Maison Lazare? Donc Lazare, c'est des colocations partagées entre anciennes personnes de la rue et jeunes professionnels. Bon, moi j'étais étudiante à ce moment-là. Et le principe, c'est ça, c'est le principe de la question. Ce que moi ça m'a apporté ou ce que moi j'apporte. Ça va plutôt dans moi ce que ça m'a apporté plus ça. En fait, c'est des colocs, c'est comme une coloc classique. En fait, tout le monde a les mêmes règles de vie, on paye chacun le même loyer. Voilà, la seule chose qui est en plus pour les volontaires, c'est les laudes tous les matins. Voilà, donc c'est la seule chose en plus dont nous on s'engage en rentrant à la Maison Lazare. Voilà, et sinon, alors très globalement, ce que moi ça m'a apporté, ça m'a fait développer une qualité qui était inexistante chez moi, la patience. Parce qu'en fait, il faut être patient tout le temps. Moi, j'ai trouvé. Moi, j'étais la première année rangée, donc c'était un peu rock'n'roll au début. On n'a pas eu de coloc accueilli pendant un petit moment. Après, il y en a qui sont arrivés, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Chez les garçons aussi, il y avait un ou deux colocs, c'était vraiment rock'n'roll. Voilà, en particulier un où c'était hyper compliqué l'entente entre nous. Et en fait, ouais, c'est vraiment la patience. Et se dire j'ai pas choisi les personnes avec qui je vis, et jamais de ma vie en fait, d'ailleurs j'aurais parlé à ces gens en dehors de la maison, et en fait du coup c'est en fait je sais pas trop comment exprimer. C'est difficile de témoigner devant des gens. Ouais, ça m'a permis de connaître des gens que j'aurais jamais connus, et de découvrir des trésors en fait qui étaient juste cachés, et voilà, c'était juste la vie quotidienne toute simple qui nous a permis de grandir en amitié, et voilà, c'est hyper difficile en fait de témoigner devant des personnes quand c'est pas trop prévu. Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être aussi bavard que Pierre-Georges, hein. C'est bien un très bon témoignage. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou sinon on reprend comme... Du coup, tu nous as pas mal parlé de l'aspect famille et du fait que c'était vraiment un projet familial avec nous qui inclut des enfants. Comment la vie de famille se déroule alors dans ce contexte-là? Comment les enfants grandissent? Comment tout se passe? Je vais vous faire un tout petit témoignage. J'ai bien entendu la remarque, il faut vraiment que je sois plus synthétique. Mais je vais vous faire un petit témoignage pour la vie de famille. Je vais vous raconter une anecdote très simple. Une nuit, on entend des cris dans la colonne des garçons, et c'est le cri d'une femme. Bon, comme il buzz, évidemment, c'est un problème. Donc je monte les marches 4 à 4 à 2h du matin. C'est arrivé un paquet de fois, en 4 ans, un paquet de fois. Des cris la nuit. Et puis je monte et puis je vois un de nos colocs dans un état semi-comateux et une femme à côté de lui dans un état semi-comateux et pas totalement habillée. Évidemment, c'est pas la donne. Donc je raccompagne cette dame en bas. Delphine était réveillée. Elle l'accueille à la maison et elle était vraiment pas bien. On savait pas si on devait aller appeler les pompiers, le 115, voilà. Et puis elle s'assied dans le canapé. Delphine lui fait un café en attendant qu'on voit ce qui se passe. Je m'occupe de voir comment les gars de la coloc, comment ça se passe, tout ça. Et puis je redescends et j'entends que cette femme se confie à Delphine sur sa vie.
et sur tout ce qu'elle a vécu enfant. Et j'entends que c'est du très lourd. C'est vraiment des trucs très très durs, et elle en parle dans un langage très cru, et elle pleure beaucoup. Donc j'essaie de rester un peu à l'écart, je les laisse discuter, et puis à un moment je repasse dans le couloir, et je vois que la porte d'un de nos enfants est entrouverte. Je m'approche de la porte pour la fermer, elle se ferme toute seule. Je me dis merde, il y en a un qui est debout. Je clenche, il fait semblant de dormir aussi mal que tous les enfants font semblant de dormir, évidemment, puisqu'il s'arrête de respirer, et puis c'est n'importe quoi alors qu'il rêve au fur et à mesure du temps. Et donc je m'approche, je lui mets la main sur l'épaule, je fais chérie, tu dors? Et puis là il y a un sanglot qui part. Mais il sanglote. Il était vraiment totalement bouleversé. Moi, mais j'étais en colère contre moi-même de me dire mais t'es con, t'as pas fermé la porte, t'aurais pas pu faire gaffe. Et bon. Et puis je le prends dans mes bras, il pleure. Et puis il se calme un petit peu, et puis il me regarde, il me dit papa, je rirai plus jamais. Dans un monde où il y a des choses comme ça, on peut pas rire. Je rirai plus jamais. Et il sanglote. Je le prends les bras, je continue de le câliner. La pédagogie du papa à 2h du matin, c'est assez limite, hein, donc je devais être entre faut dormir maintenant, il y a école demain, courage. On sait pas trop quoi dire, on est désemparés. Franchement, c'était un moment très dur pour moi. Et puis évidemment, je lui dis écoute, on va prier pour ça, et j'avais pas les mots. Pourtant, je suis pas, t'as vu, mais j'avais pas les mots. Et donc, on a prié ensemble, juste quelques instants, et je lui dis fais-moi confiance, on s'occupe de toi avec maman, dors, et puis on en reparlera. Et puis 2 jours plus tard, je viens chercher en moto entre midi et 2, on avait fait sauter la cantine, je lui fais une petite surprise, maman, père, fils, tout ça, on va déjeuner tous les deux. Et puis c'est marrant les enfants, parce qu'ils me regardent une fois, tu viens me débriefer. Je viens pas te débriefer, c'est un moment père-fils, on va parler. Il m'a regardé, il me dit mais tu sais, j'ai réfléchi, c'est bon, t'inquiète. C'est mon job de m'inquiéter, je suis ton papa, donc tu vas me laisser continuer à m'inquiéter. Et il me dit en fait, tu sais papa, j'ai réfléchi, quand on a l'espérance dans son cœur, dans un monde comme ça, c'est l'inverse, il faut rire 2 fois plus. Je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui, dans mon quotidien, ça me sert. Que mon fils puisse me dire ça, qu'il puisse avoir attrapé ça, ça me touche. Et je vais vous raconter une deuxième anecdote avec un autre de mes enfants. J'ai dû mettre dehors un de mes meilleurs amis, à Lazare. J'ai dû, au bout de 2 ans, lui demander de partir. Parce que son combat contre l'alcool, on ne pouvait plus le porter dans la maison. C'était plus possible pour les colocataires. J'ai dû demander à cet ami, qui a fait un chemin avec le Seigneur, qui a été un témoin pour moi. C'est lui qui m'a refait voir le pardon différemment. Je vous reparlerai, si j'ai le temps, si je peux, une petite anecdote avec lui où il a changé ma vie. Et ce gars que j'aime de tout mon cœur, je dois lui dire de partir de la maison, je dois le mettre dehors dans la rue. Et je sais qu'en le mettant dans la rue, il ne pourra plus voir ses enfants. Parce que ses enfants, son ex-femme les apportait, parce que là, nous, la famille, on les accueillait dans notre jardin qui pouvaient jouer avec les nôtres. J'ai été obligé de faire ça. Et quand je l'ai fait, ma femme m'a dit, tu sais, souviens-toi, c'est pas la réussite, c'est la fidélité, il y aura du fruit en son temps. J'ai rien à foutre du fruit en son temps. Arrête de parler de cette phrase de Mère Teresa, s'il te plaît. Je viens de mettre mon ami dehors. Ça sert à quoi? Je serai chez moi, et pas à Lazare, je pourrais le garder. Là, je peux pas parce que je dois penser au bien de la maison. C'est pas juste. Il y a une petite sœur qui va à la messe devant chez nous. Elle m'a croisé, elle me dit dites donc, d'habitude vous êtes tout joyeux, en ce moment ça va pas. Je dis non, ça va pas, et je me mets à pleurer, parce que depuis je suis devenue une vraie Madeleine. Et je dis non, ça va pas, j'ai mis mon meilleur ami dehors. Elle me regarde et me dit mais Pierre-Georges, voyons, vous le savez bien, l'amour qui est donné, il est de toute éternité. Moi perso, ça va pas parler. Et le soir, à la prière du soir, je demande aux enfants de prier pour lui. Et puis de nouveau, les enfants me voient pleurer. Et puis je suis désemparé, excusez-moi les enfants, c'est l'émotion, mais vous savez, il faut avoir confiance, le Seigneur conduit et tout. Et moi, il me dit, bah alors, et mon fils, un autre de mes fils plus petit, il me regarde, c'était Chaperonc, et toi qui le connais, il me met la main sur l'épaule, il me dit, mais sois joyeux papa, il a les clés du paradis. Et vous voyez, cette parole-là, c'est la seule qui m'est vraiment réconforté, qu'un enfant chope ça. Et vous voyez, récemment, il y avait l'évangile de « Soyez comme les petits-enfants ». Je pense pas que ça soit marcher de façon maladroite et crier quand on est sur un trampoline. Je pense que c'est « Soyez comme ces petits-enfants », soyez dans cette confiance. Voilà. Et donc, ça a été ça. Et pour la vérité aussi, j'en ai dit aux enfants, on quitte la maison Lazare, ils étaient contents. Mon ado au fond, ouais, enfin, on va avoir une vie normale, je vais pouvoir aider des copains. Il n'y a pas que ça. Mais malgré tout, ils partent avec ça. Et ça c'est un des cadeaux de nos colocs. C'est un des cadeaux de cette aventure, c'est un cadeau du Seigneur, mais c'est passé par nos colocs. Voilà.
Et du coup, tu viens de nous parler d'une amitié forte qui s'est formée du coup. Bah, ça va parfaitement avec ma prochaine question du coup. Comment ton regard a évolué en contact de ces personnes comment les relations ont évolué par rapport au début, les premières rencontres et maintenant quand tu viens de partir du coup de la Maison Lazare, qu'est-ce qui a changé entre temps? Alors tout. Alors forcément c'est un regard sur l'autre. Parce que moi j'ai toujours été plutôt plus à l'aise avec des gens de la rue ou des voyous qu'à une réunion d'un club. Ça c'est mon histoire qui fait ça. Mais malgré tout ce que je voyais c'était plutôt la dissidence, quoi, le côté rebelle de la forêt. Et ça m'a jamais posé trop de soucis de discuter avec des gens de la rue. J'avais déjà discuté pas mal avec des gars qui n'avaient même pas fini leur bière, qui la renversaient en disant « on va se racheter une bière ». Je disais « il n'a pas de thune, il a vite même pas de en boire une autre ». Donc tous ces combats-là, ça me parlait, enfin, je les voyais, c'était ok. Mais en vivant avec eux, on a pu partager des moments et je me suis rendu compte par exemple que c'est pas forcément les trésors de soins que j'allais prendre avec eux, ou la façon de leur poser la question. Souvent, d'abord, ce qu'ils renvoyaient, c'était, quand ils se clashaient avec des volontaires, c'est-à-dire, toi, t'es différent, t'es papa. Déjà, non mais c'est vrai, on a un statut quand on est papa avec les gars de la rue qui a un statut particulier. Et il y en a un qui me regarde, qui me dit, tu sais, tu m'énerves et j'ai envie de te péter la gueule. En j'étais content parce que c'était une tablette, mais il aurait fait 2 fois ce poids-là, j'aurais eu peur, mais il m'exprimait quand même une forme de colère contre moi, parce qu'en fait, il avait le même âge que moi. Et il n'avait rien construit. Et il me dit j'ai envie de te péter la gueule. Et en même temps je te respecte, parce que si j'avais eu un papa comme toi, je serais peut-être pas là. Ça déjà, je me suis rendu compte en fait à quel point on peut renvoyer des choses qu'on n'imagine pas. Parce que c'est aussi culturel. Les colocs africains qu'on a eus avaient un regard différent en tant que responsable de maison. Et en fait, c'est jamais là où on l'attend en fait. Vous voyez, il y a une fille qui s'appelle Nathalie, la première, la deuxième. On a fait plein de trucs pour qu'elle aille bien, elle allait jamais bien. Et puis un jour, elle nous a dit, je décolle avec le visage rayonnant. Et elle a dit, c'est parce que y a des voisins qui m'ont appelé par mon prénom. Je m'appelle Nathalie, je suis quelqu'un. Ça a été le déclic. Il y en a un autre qui nous a dit, un jour, les yeux vraiment remplis d'émotions, j'ai plus de 40 ans, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un s'inquiète pour moi si je rentre pas le soir. Ça me donne envie de pas rentrer tout de suite. Vous voyez, il y a eu plein d'anecdotes comme ça. Et en fait, on découvre que il y a tout le temps des tensions. Mais vous voyez, par exemple, moi je pense beaucoup aux célébrations, il suffit d'un anniversaire. Par exemple, nos enfants ont toujours invité à leurs anniversaires tous les colocs. Je veux dire, je m'attends d'ailleurs à ce qu'au prochain anniversaire, même si on n'est plus dans la maison, ils les invitent. Et en fait, il y a ces moments de célébration gratuite où pendant un moment, on est tous ensemble. Et c'est ce moment ensemble. Je vais vous raconter un bel épisode de Lâcheté en 10 secondes. Je rentre un vendredi soir de Paris, déplacement, boulot et tout, repas partagé. Franchement, repas partagé. Pas ce soir, quoi. Saoulé. Je veux dire, j'aurais été tranquille. Je sais pas si j'ai vraiment eu déjà avant. Bon, pas le vendredi où je suis arrivé dans cette dynamique. Et puis je rentre, et puis il y avait un coloc qui parlait tellement, quoi. Moi, c'est rien à côté. Et j'avais pas envie qu'il me saoule pendant 1 heure. Et du coup, j'ai fait là-haut, carrément, j'ai reparti dans l'autre sens. Et je lui dis, tour de pâté de maison, il me guettait, je savais qu'il me guettait. Je reviens, il était toujours là, il me guettait. Je repars, je reviens, il était plus là. Yes, j'ai une fenêtre. Je galope jusqu'à l'entrée, je me faufile, je clenche, je ferme la porte derrière moi, et je me dis, ce soir je sèche, quoi. Delphine va au repas de coloc, moi je reste à la maison, je me regarde une série, un truc à la cool, ça toque. Je bouge pas, lâcheté absolue, maximum. Ça retoque, je bouge pas, je fais pas de bruit, et d'un coup, oh papa! Et tous les enfants, papa, papa! Oh, je suis juste devant la porte, ils ont entendu papa cette fois, c'est mort. Je clenche, et mon gars il me dit, papa, je te dérange, si t'étais en déplacement à Paris. C'est juste, on a fait des gâteaux pour toi, la coloc des gars, on voulait juste te les donner. Bravo pour ton courage et bon week-end. À demain peut-être. Alors là, mais... Là, dans ces cas-là, la misérable que je suis. Et en fait, le lendemain, je lui ai dit, tu sais, merci pour les gâteaux, et j'avais tellement pas envie de vous voir hier soir. Et il me regarde, il me dit, j'ai tellement pas envie de te voir plein de fois. Et je crois que ce jour-là, avec lui, on a créé un truc. Vous voyez, ça s'est aussi fait dans la pauvreté de cette relation-là. Et là, Antonia, je te rejoins, c'est que maintenant, quand on accueille un colloque, c'est toujours une période des fois d'euphorie de départ, mais qui s'arrête avec des périodes de crise après. Mais on se dit toujours, une fois qu'on aura passé tout ça, une fois qu'il nous aura peut-être certains injurié 10 fois, mais pour chercher la relation, quel trésor on va découvrir. Et il y a toujours un trésor. Il y a toujours un trésor. Peut-être que Antonia, tu as peut-être quelque chose à ajouter. Non, je sais pas, est-ce que sur ta façon de voir,
Quand t'es arrivé, t'avais peut-être une vision des personnes que tu pouvais croiser. Qu'est-ce qui a changé? En fait, moi, mon arrivée à Lazare, je peux prendre 5 minutes pour ça? Vas-y. Je suis arrivée à Lazare, à Angers pour la fin de mes études, pour mon master. Et en fait, j'étais en coloc avec 2 gars que j'avais connus sur les gens de confiance, machin, petite coloc. Ils faisaient la fête tout le temps et tout. Et en fait, là, au soir, en rentrant, il y a une grande avenue le long de la Cato. Et il y a un clodo qui s'appelait Jean et qui dormait sous le pôle scientifique là. Tous les soirs, il était là. Donc du coup, moi, tous les soirs, je le repérais un peu. Je disais bonsoir, mais on traverse toujours le trottoir en face au cas où on se fait sauter dessus. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, je le voyais, je lui disais bonsoir, je m'arrêtais. Parfois, j'ai commencé à lui apporter un truc de café, de thé, un dîner et tout. Et pendant un peu plus de 6 mois, toutes les semaines, je lui apportais un dîner. Au départ, je ne m'asseyais pas avec lui, je lui déposais son top, machin. Et puis je m'asseyais avec lui, et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, je dînais avec lui par terre au pied de la rue. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai voulu aller à Lazare ensuite, en me disant mais je suis toute seule à faire ça, c'est génial, ce gars il est en or et tout. Et je sentais que j'avais pas besoin de faire plus, mais j'avais si besoin de faire plus, mais que ça soit un peu construit quoi, comme aventure. Et donc du coup ce Jean, le jour où, pour la petite histoire, je lui ai dit que j'allais à Lazare pour vivre avec d'autres personnes de la rue, il a disparu du jour au lendemain du pôle scientifique d'Angers. Du jour au lendemain, je ne l'ai plus jamais revu. Et il avait été vachement vexé le soir où je lui ai dit ça, il a pris ses affaires, il est parti, et je ne l'ai plus jamais revu. Donc voilà, ça c'était pourquoi j'ai débarqué à Lazare. Et pour l'histoire aussi, il y a un certain Nicolas qui vivait avec nous la première année. Nicolas, comment décrire Nicolas? Un trésor, mais avec des problèmes psychiatriques graves. Voilà. Et c'était hyper conflictuel avec Nicolas, enfin je parle pour moi en tout cas, c'était mais tout le temps, on s'engueulait. Je m'en prenais plein la figure, on pouvait rien dire. Mais c'était un gars en or comme tout le monde finalement. Et en fait, lui, il faisait la manche, il jouait de la guitare, il jouait vachement bien de la musique dans la rue régulièrement. On s'engueulait tout le temps quand on était dans la maison. Et je le croisais souvent dans la rue. Et quand je suis partie de Lazare, du coup, je le revoyais souvent. Il était dans mon quartier, je jouais de la guitare, machin. Et en fait, c'était trop bien parce que du coup, nos relations s'étaient un peu apaisées parce qu'on se revoyait pas tous les jours. Et je m'asseyais avec lui, il a arrêté de jouer de la guitare et on parlait, on allait se prendre des cafés et tout. Et c'est juste un petit souvenir d'un lien que j'ai gardé avec un des colocs, enfin que j'avais gardé parce que depuis j'ai plus de contact avec lui. Mais pour dire que ouais, au début il y a un temps où ils sont odieux, on est odieux, c'est pas juste pas possible de vivre ensemble. Et en fait, moi je me dis maintenant, toutes les personnes de la rue, à chaque fois que je vois une personne de la rue, je me dis oh, je pourrais être en coloc avec cette personne, ça serait génial et tout. Malheureusement, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, pour l'après. Et voilà, et pour dire aussi pour ce Jean, que pour lui, je pense tous les jours depuis 5-6 ans, parce que voilà, il a disparu du jour au lendemain et je sais pas où il est. Et, voilà, mais vous pouvez prier pour lui aussi parce que c'était vraiment quelqu'un de très touchant. Et voilà. Merci. Tu parles de prière, donc je vais parler de la foi. Quel est le contact de ces colocataires avec la foi? Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens de tous les horizons, de toutes les religions, toutes les cultures. Mais est-ce que du coup il y a vraiment un questionnement par rapport à la foi, des gens qui ont perdu confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a des conversions, par exemple? Grand sujet. Alors d'abord, c'est important de dire que en effet, on est clairement une association chrétienne, puisqu'il y a la présence réelle, les laudes pour l'engagement des volontaires pour les laudes, mais on accueille toutes les confessions. Et le but, c'est vraiment d'accueillir les personnes dans ce qu'elles sont. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'il y a aussi, c'est encore un autre aspect de la gratuité dans laquelle on doit être et de la forme de fidélité dans laquelle c'est l'accueil de l'autre dans ce qu'il est. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'il y en a qui font des parcours de vie, c'est forcément des personnes avec des parcours compliqués, on a forcément une relation à la mort, à la vie. Là, en plus, on est dans un couvent, on est accueilli par des sœurs bénédictines, donc il y a le lieu, tout ça. Donc on a des gens qui arrivent en disant, il y a des musulmans qui arrivent, donc on s'adapte aussi quand il y a des périodes de ramadan et tout. On en a un qui est arrivé qui a dit, moi je vous préviens, moi je viens, mais alors moi je déteste les curtons, les bonnes sœurs, tout ça, tous les cathos. Je dis, waouh, il y en a quelques-uns dans la maison quand même, il va falloir t'y habituer. Nous on t'accueille comme t'es, mais il va falloir quand même aussi nous accueillir comme on est.
Et il faut qu'on puisse vivre ensemble. Et puis en définitive, ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai qu'il y a des chemins qui se font, et pour le coup, il y a des gens qui font des rencontres aussi, des rencontres avec le Christ. C'est magnifique. On a eu des baptêmes dans la maison, on en a encore eu il n'y a pas très très longtemps. Et c'est aussi beau de voir ces personnes qui cheminent, évidemment. Je vous parlais du coup de mon anecdote c'est peut-être maintenant que je vais vous la donner si ça va. Alors on a eu je pourrais vous raconter plein de merveilleuses choses dont on a été témoin. On a pu faire le voyage Fratello et aller rencontrer le pape avec 3000 personnes dans la rue. Donc quand le pape François, vous êtes dans la basilique Saint-Pierre et il vous dit, vous savez, tout ça, ça passera. Il boit du truc dans la basilique Saint-Pierre, il vous montre la basilique en disant tout ça, ça passera. Et un jour, il restera Dieu et son prochain. C'est tout. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Vous voyez la façon dont nous, je vais donner un autre témoignage d'une colloque, je passerai peut-être sur mais ce qui me fait rire quand je parle de Rome. Vous voyez, on l'emmène à Rome. Donc au super, elle n'avait jamais quitté Angers de sa vie. Elle avait un peu plus de 50 ans. Elle n'avait jamais quitté Angers de sa vie. Donc Rome. Et chaque fois, elle était où nouveau Rome. Ah ouais. On va voir qui Le pape. Ah ouais, le pape. Elle nous a reposé la question 40 fois, je crois. Où Rome. Bon, on arrive à Rome, évidemment. 10 minutes après, je sais pas où elle a trouvé l'argent, elle était en retard dans ses loyers, elle avait un sweatshirt Rome, voilà, c'est ok. Et puis elle fait son petit bonhomme de chemin, on sait pas trop ce qu'elle vit, puisqu'on était quand même super nombreux. Et puis on rentre, et puis on fait la première tisane quelques jours après Rome dans la salle commune. Et hyper tôt, elle se lève et elle me dit, bon, je vais me coucher moi. Et je dis, ah bon, déjà, j'étais fatigué. Elle me dit, bah non, moi je prends un petit temps seul, de prière. Et je dis, ah, what? Je lui dis, tu prends un temps de prière, sans déconner, c'est nouveau ça. Ben attends, je suis le trésor de l'église. Parce que le pape, quand il nous a accueillis, il a demandé pardon. Il a commencé par demander pardon aux gens de la rue. Pardon pour tous ceux qui détournaient leur regard. Pardon pour tous ceux qui n'aimaient pas. Et en disant que dans l'église, en fait, les trésors, c'était les plus pauvres et les plus éloignés. Et bien, tout ce qu'elle a entendu sur 3 jours, c'est que c'était le trésor de l'église. Je pense que si je lui avais demandé précisément c'est quoi l'église, on aurait passé un bon moment de rigolade. Mais on s'en fout. Elle avait compris qu'elle était importante. Ça, c'est magnifique. Ça, moi, ça m'a fracassé. J'ai trouvé ça, mais colossal, quoi. Je suis un trésor, je suis trésor de l'église, je dois prendre soin de moi, quoi. Entendre ça, ça m'a donné des ailes. Et après, de façon plus personnelle et plus profonde, quand tu disais qu'est-ce que ça a changé sur ton regard, ça a changé mon regard sur ma relation au Seigneur et sur moi-même. Amadou, quand il se battait pour l'alcool, on propose plein de voyages, hein, on propose pas que des trucs spi, on va aussi au bord de la mer, mais là, ça m'était à Paray-le-Monial pendant une semaine. Et puis on voit notre Amadou, musulman et tout, qui s'avance dans l'allée et se met à genoux devant l'hôtel. Je sais pas ce qu'il veut, c'est le droit, donc il était là, il se met à genoux devant l'hôtel. Et puis on voit qu'il commence à pleurer. Et puis il se met à pleurer. Et puis le soir, il voulait pas parler. Et puis le lendemain, il vient, il me tombe dans les bras et il me dit, mon frère, Jésus peut me guérir. Et Jésus m'aime. Je dis, wow, c'est comme ça? Oui, je le sais. Jésus m'aime. Je dis, cool, c'est génial. Oh, tu vis un grand moment. Il me dit, maintenant, voilà, je vais être chrétien, comment on fait? Le quoi? Ah, pas de problème. Alors tu vois, il y a les prêtres qui vont se promener un petit peu partout. Il me dit, non, mon frère, toi j'ai confiance en toi. Moi je veux pas que quelqu'un d'autre me parle. Comment on fait pour devenir chrétien? Oh mon Dieu, il y a un prêtre ici, je vais pas dire ce que je lui ai répondu parce que j'ai sûrement répondu à côté. Mais d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été profondément touché par une démarche aussi simple. Je vous fais l'histoire courte. Je vous fais l'histoire courte. Amadou, il se battait vraiment contre l'alcool. Vous connaissez la fin de l'histoire parce qu'à un moment, j'ai dû lui dire de partir. J'ai toujours mon ami, j'ai toujours des contacts avec lui. Ça fait un peu plus de 8 mois qu'il est sobre. Mais donc à ce moment-là, combat violent contre l'alcool. Hein. Violent, quand je dis violent, c'est il tombe peu de temps avant Noël sur le coin d'une table de bar et se crève l'œil. Je veux dire, c'est violent dans son corps. C'est un gars qui est athlétique et tout, qu'on voit physiquement mourir. Il vit cette conversion, on commence à prier ensemble et tout, et il me fait 3 coups. Le premier coup, je viens le voir, il est interné d'un coup en urgence en maison psychiatrique parce que ça va pas, il a fait une crise, les pompiers l'emmènent. Donc il essaie de leur casser la gueule au passage, j'arrive, ça le calme un peu, il est emmené, ils le mettent en camisole physique, puis après camisole un peu chimique. Je vais le visiter quelques jours plus tard, et dans l'entrée du CMP, il y a un grand hall, une vingtaine de personnes qui se promènent entre le personnel, des patients, etc., des gens qui attendent, et puis il y a une salle pour recevoir les visites. Et c'est une immense baie vitrée, comme ça. On voit tout dedans, en sécurité j'imagine.
Et puis Amadou, il m'attendait et tout, il dit salut mon frère et tout, il me dit salut et tout, il me dit viens, j'ai réservé la salle, je dis ouais, trop cool, 2 dans une salle pour 40 personnes. Et puis on passe la salle, et là en fait, je le suis, il marche, et puis il tombe à genoux, il dit prie avec moi. Et moi, le chrétien, qu'est-ce que je fais? Je me retourne, je regarde la baie vitrée, je dis oh, il n'y a pas un rideau ici? Oh, c'est mes petits chouchous, c'est mignon. Je présente ma famille. Allez voir. Et j'étais gêné. C'est marrant. Alors, rapidement, évidemment, après, je dis oui, bien sûr. Je me suis mis à genoux et on a prié ensemble. Mais cette simplicité-là, waouh. Quelques jours après, il rentre à la maison Lazare. Ça toque à 17h à la porte. J'étais avec mon fils aîné. Amadou ouvre la porte, bourré comme un coin. Il sortait du CMP, traitement médicamenteux. S'il prenait de l'alcool en même temps, c'est vraiment une situation critique. On avait prié pour ça ensemble et tout. Il pleurait. Il me dit mon frère, j'ai bu, prie pour moi. Pour que je demande pardon au Seigneur. Et il tombe à genoux sur mon paillasson. Mon fils aîné et moi, je dis attends, on se pose tous les deux à genoux avec lui sur le paillasson et on prie. 2 minutes. Amadou se lève. Il était rayonnant. Bourré comme un coin, hein, pas de miracle. Il est remonté en titubant. Il avait le visage, mais lumineux, de joie, d'être aimé et pardonné. Et là, je me suis demandé, quand est-ce que toi, tu te mets à genoux, tu demandes pardon, et tu te relèves 10 secondes après, fou de joie. Et je me dis, putain, jamais. Je suis énervé, je me suis encore en colère, je me dis, merde, Seigneur, je te demande pardon, je sais, je me lève. Merci Seigneur, putain, je suis en colère, pourquoi je... Moi, c'est plutôt ça. Et je me suis dit, mais simplifie-toi la vie, quoi. Regarde ce témoin, regarde ce Christ, parce que c'est mon Jésus. À ce moment-là, ça a été mon Jésus. Regarde ce Christ et regarde sa simplicité. Et c'est le cadeau qui m'a été fait. C'était il y a 3 ans. C'est génial. Alors, évidemment, je profite du sacrement de réconciliation le plus souvent possible, même 10 fois plus souvent qu'avant. Mais la simplicité de savoir qu'il y a cet amour profond pour moi qui ne dépend pas de ce que je pose comme acte, mais qui dépend de ma volonté à me mettre à genoux et à crier vers le Seigneur. Amadou, ça a été mon grand témoin. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va avoir d'autres témoignages parce qu'on va voir maintenant une vidéo d'anciens colocataires de la Maison Lazare qui témoignent. Ancien et actuel. Pas par hasard, comme on dit. J'ai fait un petit stage à la rue. J'habitais quelque part avant, au départ, et j'ai été viré de là-bas. J'ai vécu à la rue quand même pendant 5 ans. Et puis mon assistante sociale, ça devenait vraiment précaire parce que j'avais la chance d'avoir un travail. Mais bon, je travaille de nuit, pâtissier, boulanger, c'est un peu du travail de nuit. Et ça a duré, je sais pas, 2 ans, un peu moins de 2 ans. Je suis resté 15 jours seulement à la rue. Je ne me suis pas coupé de la société par rapport à certains SDF. Je m'étais fait un petit jardin pendant 4 ans, magnifique, que les gens prenaient en photo. Mais j'étais pas comme les autres, mais j'avais l'impression d'être sale, de me sentir sale. La rue, c'est fait pour personne. Et ça devenait plus possible, quoi. J'étais à bout, et elle m'a dit écoute, je vais te présenter une association qui s'appelle Lazare, c'est un système de colocation et tout. Bah, j'ai dit pourquoi pas. Moi j'ai connu la violence, après celle qui laisse des traces. Et suite à une agression dans les rues de Nantes, j'ai eu la chance qu'on m'accueille à Lazare. Et comme toute famille, il y a des choses bien, des choses dures, des choses surprenantes, mais on arrive à vivre ensemble. Depuis que je suis arrivée à Lazare, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est le quotidien qui est exceptionnel, de profiter de la maison qu'on a et de vivre avec les gens avec qui on est. Au début c'est dur, après ça devient magique parce que y a toujours quelqu'un avec qui tu peux discuter, tu te sens utile. Là, je donne plus et je fais peut-être plus attention aussi. Les gens m'aiment parce qu'ils trouvent que je souris beaucoup. Moi je souris parce que j'ai l'impression d'avoir une famille, de servir à quelque chose. Je suis rentrée dans la famille, je pense. Ouais, Lazare. Les échanges de mots avec les autres colocataires. On s'enrichit au point de vue des histoires des autres aussi. On passe des soirées ensemble, on fait des petites sorties au cinéma, on fait des petites sorties au bowling. Une fois par semaine, on a notre repas de colocation. On apprend toujours, on a toujours besoin d'apprendre. Puis c'est bien les différences. Si tout le monde était pareil, même il y en a un qui a un peu trop de différence. Alors je le recadre de temps en temps. Mais... Des fois, le plus dur pour nous accueillis, c'est
d'expliquer aux jeunes, tu veux leur apporter quelque chose, mais tu dis attends, c'est toi qui as le rôle. En fin de compte, tu vois qu'au fil du temps, ça s'estompe. Tu arrives à être d'égal à égal parce que tu apportes autant aux jeunes pros qu'eux nous apportent. C'est pas toujours Byzance, mais c'est génial, quoi. Le principe est génial. Il y a des coups de gueule comme tout le monde, avec tout le monde, mais moi qui étais un petit peu solitaire, ça m'a appris à vivre en collectivité. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Ça m'a complètement changé ma vie. Et je me sens bien, parfaitement tranquille, libéré. Moi-même, tout simplement. Lazare, il y a une part d'utopie. Mais des fois, dans la vie, c'est tellement utopique qu'on va y arriver. C'est pas seulement une solution d'hébergement. Voilà. J'ai retrouvé à m'occuper des autres, la chaleur. Tiens, Francis, t'es fatigué, tiens, t'as gardé une assiette, ou vice versa. Thomas, tu rentres tard, tiens, t'as mis ton plat de côté. C'est ça, Lazare. Des fois, ça s'explique même pas avec les mots, ça s'explique avec le cœur et le ressenti. C'est un instant d'éternité, donc le vivre dans cet instant-là. Voilà. Très belle vidéo. Je ne sais pas si vous avez une réaction particulière. Enfin, je pense que la vidéo suffit. Maintenant, on va peut-être parler un peu de ton parcours professionnel, plus précisément de ce que tu fais actuellement, assez rapidement. Donc tu nous as parlé de ton parcours professionnel un peu avant, que tu travaillais dans le conseil, que tu avais certaines aspirations. Donc tu as créé ton entreprise, donc pourquoi créer ton entreprise et quel était le but en fait? Alors c'est sur directement lié, vous allez voir, il y a un trait d'union direct. C'est que, alors déjà j'ai co-fondé, j'ai co-créé cette entreprise. Ouais, j'ai pas de digression tout de suite. J'ai co-fondé, simplement j'ai fait ça avec un ami, c'est important. Ça a été un collectif dès le départ. Et en fait ce qui nous a animés, c'est de nous mettre au service, évidemment dans nos métiers respectifs, et de se dire qu'on voulait créer quelque chose qui modélisait ce qu'on voulait servir. Donc, il ne fallait pas seulement servir les causes qui nous parlaient, il fallait aussi qu'on ait un modèle économique qui fasse écho à ce qu'on voulait servir. Et donc on a créé je vais rentrer dans le terme technique, mais une SAS, donc un modèle d'entreprise, tout ce qui est plus classique, mais avec des statuts qui régissent notre mode de fonctionnement, notre rémunération, nos tarifications, selon les codes de l'économie sociale et solidaire. Donc on a cette entreprise qui a cette double casquette et qui a une vision très simple, c'est être au service de la fragilité. Pourquoi? Parce qu'en ayant vécu avec des personnes de la rue, je me suis rendu compte que c'est aussi dans ce creuset-là qu'on trouve, et que la fragilité, c'est aussi un cadeau pour le monde. On a la chance de travailler avec des structures comme l'Arche, on travaille sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde ordinaire, on a la chance de travailler avec des entrepreneurs privés, mais qui se posent la question du sens, en fait, de quel est l'impact sociétal de mon entreprise, comment j'implique mes équipes qui sont plus proches du terrain dans cet impact sociétal. Voilà, on travaille aussi avec des associations et des fondations qui souffrent. Alors il y a différentes souffrances. Il y a celles qui souffrent parce qu'il y a énormément de violence dans leurs organisations, parce qu'ils sont arrivés avec des grandes aspirations et que ces aspirations se confrontent à la réalité du quotidien, avec des personnes par exemple violentes ou avec une lutte contre l'exploitation sexuelle par exemple des adolescents. Donc on se confronte à d'autres soucis et simplement à des problèmes financiers et de se dire tiens, quelles solutions, quelles innovations économiques on peut lancer. Mais tout ça, peu importe le contexte, aujourd'hui on a démarré ça il y a bientôt 2 ans. On est une équipe de 5 aujourd'hui à travailler. Il y a une financière, une journaliste, quelqu'un qui vient du monde de la santé. Voilà, donc on a tous des compétences différentes et on continue. L'idée, c'est de continuer à développer cette équipe pluridisciplinaire pour servir une économie plus inclusive. Voilà. Donc il y a un lien quand même assez fort entre la Maison Lazare et ce que tu fais. Et voilà, c'est une question peut-être un peu plus théorique. Mais pour nous qui sommes étudiants et il y a des jeunes pros sans doute, comment on peut du coup se retrouver à vivre, avoir un emploi qui correspond à nos valeurs, comment vivre nos valeurs dans notre vie professionnelle?
de nos valeurs chrétiennes, parce que dans ce monde-là, c'est pas forcément facile de faire coïncider les deux. Du coup, Alors ça, c'est hyper intéressant comme question. J'ai été invité il y a... On l'a raconté, parce que je suis pas un invité très intéressant, mais en l'occurrence, j'ai pu intervenir sur le management par le sens et l'entreprise désirable, dans 2 colloques différents. Justement sur des questions de dire, mais comment concilier, etc. Je pense que c'est d'abord une question, et il faut que ça le reste. Je pense, moi, c'est ma lumière. Je pense que tu me rappelles dans 2 semaines, je te dis autre chose, parce que je pense que les choses s'éclairent aussi en marchant. Mais en ce qui me concerne, la première chose, c'est... Alors si je commence au début du début, un truc, et là je vous le dis, je pense que vous le savez, vous êtes tous des merveilles. Quel que soit votre vécu, quelles que soient les choses que vous avez traversées, vous êtes des merveilles. Chacune et chacun, vous êtes des merveilles. Après, vous avez le droit de pas être d'accord, on n'est pas là pour dialoguer, je vous le dis, puis c'est tout. Donc je vous dis, vous êtes des merveilles, et je pense que fondamentalement, il est posé dans le cœur de chaque être humain qu'on est fait pour aimer et recevoir de l'amour. Donc, partant de ce postulat, putain, comment je vais retomber sur mes pieds avec mon entreprise maintenant. Non, partant de ce postulat, la question elle est de se dire, en fait, comment on le matérialise, comment on le vit, comment on le met en œuvre. Et dans cette réflexion-là, je vais retomber sur mes pattes, c'est la question de la façon dont on incarne son activité professionnelle, en fait, c'est aussi un chemin. Quand je dis c'est une question, et ça doit le rester. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas un métier où on incarne profondément ces valeurs. Et puis, alors, est-ce qu'on doit bosser comme chrétien dans des environnements totalement... pareil. Alors déjà c'est quoi être chrétien? Je pense qu'on peut faire une soirée là-dessus. Hein. Je vais rester sur le concept de base, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. J'ai aucun alinéa en dessous. Sauf. Non. Ton prochain comme toi-même. Ça le sous-entend, tu dois t'aimer et que tu aimes ton prochain. Déjà, il y a du taf. Donc oui, on peut bosser dans des environnements hyper concurrentiels, avec des choses. Moi, à une époque, j'étais chez Altran, j'avais une poste à responsabilité chez Altran, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été récemment racheté par Capgemini, j'étais dans la période des licenciements. J'ai un jeune papa que j'avais regardé, sa femme était enceinte dans l'enseignement, je lui ai proposé de faire une diagonale, de déménager de Bordeaux, de venir à Strasbourg, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, viens, je te garantis ta place. Il dit, oui, mes consultants, demain, vous n'avez plus besoin de moi, vous me virez. Je dis, attends, tu ne me connais pas, moi je ne suis pas comme ça. Il y a eu un plan social 4 mois plus tard, je l'ai appelé, il était en contrat, sa femme avait quitté son contrat, elle était enceinte, il habitait à Strasbourg, et je lui ai dit, je mets fin à ta période d'essai. Ouais, il était respectueux, mais je pense qu'il aurait pu, il m'aurait dit, vous êtes un salaud. Donc et là, elle est où ma place de chrétien? Et je démissionne. Je ce que je veux dire, c'est que ça doit rester une question. Donc on peut être dans un environnement, je me sens très privilégié aujourd'hui de bosser avec des gens avec qui je partage cette vision de la place de la fragilité dans le monde et me mettre au quotidien au service sur un écosystème, sur un territoire, des liens entre associations, entreprises. Et la réflexion, parce que le cœur de notre entreprise, on a différents slogans, mais il y en a un, c'est pas un slogan, c'est ce qu'on fait, on veut travailler toujours sur l'équilibre entre sens et performance. Parce qu'il faut une finalité, si on pose des actes sans penser à la finalité, vraiment ça tâtonne, ça sert à rien. Et en même temps, si on a du sens et qu'on est porté que par le sens, la réalité c'est que ça marche pas, il faut aussi une performance. Et on est toujours, et c'est une tension, c'est comme un équilibriste avec un balancier. Il n'y a jamais, je sais pas si vous avez déjà vu j'imagine, un gars sur les fils, un équilibriste, il avance pas comme ça, comme s'il évitait avec son truc très droit. Non, il dit des fois il se tombe d'ailleurs, il se relève, on espère qu'il a une corde de sécurité. Mais c'est pour ça que pour moi la question de l'application professionnelle, c'est un équilibre. C'est assez marrant parce que j'en parlais à mon fils qui a 15 ans, donc évidemment je fais aucun parallèle avec vous qui est beaucoup plus grand, mais qui avait une expérience de vie différente. Malgré tout, j'en fais un petit quand même. Il me disait, bon papa, aide-moi, on me demande déjà ce que je veux faire, je sais pas trop, concrètement c'est quoi les études pour reprendre ta boîte? C'est mignon, c'est chou. Je dis d'ici là, ça se trouve on aura coulé, j'en aurai remonté 2 autres, mais peu importe, c'est mignon dans l'intention, mais la question c'est pas ça. La question c'est ce à quoi tu veux participer. Et je disais par exemple, tu peux te projeter à tout ce à quoi tu aspires. Tu peux te mettre dans un cadre très contraignant, pas parce que tu es maso et que tu aimes te faire souffrir, mais parce que tu te dis je vais me mettre dans ce cadre contraignant, par exemple dans un grand groupe. Il y a une association que j'aime bien, il y a quelques années, ça s'appelait Fuyons la Défense. C'était pour tous les gars de tête bien faite et qui avaient créé ça en disant où est-ce qu'on peut travailler ailleurs. Mais peut-être que tu auras envie de passer par là
Vous voyez, par exemple, moi j'ai quitté, j'ai arrêté mes études, à 17 ans, j'ai fait ma demande d'émancipation, j'ai commencé à bosser, je suis rentré dans l'armée à 18, j'ai fait toute ma formation à côté de mon exercice professionnel. C'est atypique. Quand je me suis retrouvé à moins de 30 ans avec un poste à responsabilité chez Altran, mes petits copains, ils avaient fait Centrale Supélec, HEC et tout, j'étais content. Mais je crois que j'avais eu besoin de ça pour me prouver que je pouvais, pour après laisser tomber. Donc des fois aussi, on a besoin dans son parcours de vie d'aller chercher des expériences qui sont peut-être pas les plus mais ça fait partie de notre chemin. Et pourquoi je vous ai dit au début, vous êtes tous des merveilles, c'est que vous êtes tous des merveilles d'abord parce que vous êtes uniques, vous avez été créés par Dieu, vous êtes uniques, mais parce que aussi votre vécu fait que vous êtes unique. Donc ce que vous avez à travailler comme parcours, vous n'allez pas le trouver sur une étagère. Vous n'allez pas le trouver. Et peut-être que ça va être intéressant pour vous d'aller chercher une expérience contraignante dans un environnement qui n'est pas très chrétien, mais vous allez peut-être être témoin, puis vous allez peut-être aussi développer des outils, vous allez peut-être développer certaines compétences que vous pourrez mettre au service plus tard. Donc pour moi, l'idée, c'est pas tant de trouver un job de rêve, ou trouver le job qui coche toutes les cases, c'est de se dire demain, en fait, où est-ce que je me sens appelé? Qu'est-ce que j'ai à vivre pour compléter un peu... alors j'ai pris cet exemple avec mon fils, je suis très mauvais pour les images, donc vous me pardonnerez, mais je lui dis, c'est un peu, tu te fais ton armure, quoi. Où est-ce que je vais pour trouver un chouette bouclier? Comment je peux un petit peu aiguiser ma hache? Comment je peux... Et donc on va... Et aussi, là, je pense que l'exercice professionnel, c'est un moyen d'aller chercher ces expériences pour s'enrichir, mais avec cette finalité, cette étoile polaire qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. C'est hyper long, hein. D'accord? C'est hyper long. C'est très intéressant. Mais il y en aura peut-être après qui voudront des suppléments pour conseiller l'orientation. On verra à la fin. En plus de cet emploi, en plus de la Maison Lazare, est-ce qu'il y a eu d'autres engagements dans d'autres associations, dans d'autres projets solidaires? Alors carrément, je suis dans des conseils d'administration et tout, mais c'est pas ce dont je vais vous parler, parce qu'on s'en moque un peu, c'est pas très intéressant. Je dis, alors, médaillé de la truc, et investi dans tel et tel assaut. En fait, ça, j'en profite, je rebondis de façon honteuse sur ta question pour dire autre chose. En fait, on s'en fout un peu des engagements, pour être très clair. On s'en fout un peu parce que, comme je vous le disais, comme on est tous uniques, on est tous appelés à quelque chose de différent. Ce soir plutôt, un petit peu fatigué, garçon. Ce soir, pourquoi je suis devant vous? D'abord, parce que vous ne m'aviez pas invité, vous aviez invité un copain, il ne pouvait pas venir, il m'a envoyé, ça c'est une chose. Mais aussi parce qu'il y a eu l'expérience Lazare. Mais en fin de compte, on s'en fout un peu parce que ça correspondait au chemin de Delphine et de moi de vivre cette expérience. J'ai des copains qui sont investis dans des choses totalement invisibles. J'en ai même qui ont juste à cœur de prier pour une communauté, quand je dis une communauté, en l'occurrence j'ai un copain, il prie pour les gens du voyage. C'est son truc. Et il est magnifique cet engagement. Et il le porte, et il anime sa vie de façon tout aussi profonde que nous à Lazare. C'est-à-dire que moi chaque fois, j'ai de plus en plus de mal avec les témoignages d'entrepreneurs et tout, surtout depuis que j'en fais d'ailleurs. Parce que je me dis toujours, il y a un côté tcha-tcha. Et voilà, allez, bon courage. Alors en fait, la réalité, c'est pas ça. D'abord, derrière le tcha-tcha, il y a plein de galères, plein de lâcheté, plein de faiblesses, etc. Et c'est peut-être là que ça devient intéressant. Mais surtout parce que c'est le chemin d'un gars. Mais on a tous et toutes un chemin qui est fait pour nous, des engagements qui sont faits pour nous et qui correspondent à ce qu'on est. Peut-être qu'ils sont moins visibles. Et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont vachement visibles et que du coup, nous, on a apporté... le pain et le vin dans les mains du pape à l'hôtel le jour de la fermeture de la porte de la Miséricorde. On a une photo où on est ma femme, mon fils aîné, le pape François et moi, tous les quatre, main dans la main, sur l'hôtel de la Basilique Saint-Pierre. Le melon, quoi, la vedette, le truc, j'avais dû le mettre en post géant et tout. Donc il y a des trucs qui rendent visibles, mais en définitive, c'est vachement beau. Moi j'ai connu mon papa, j'avais 35 ans. Je veux dire, ça a été toute ma tristesse de garçon, en fait, d'être déraciné. Donc ce moment-là, pour moi, ça a été cette petite étape où le Seigneur me dit, peut-être que dans sa générosité, il a besoin de ça, il te donne ça, peut-être, mais parce qu'en fait, ça correspond aussi à peut-être quelque chose qui est donné. Et donc à chacune et à chacun, je pense qu'il veut donner quelque chose, et je pense que la question, c'est pas tant l'engagement, c'est d'abord la capacité, du coup, alors, moi évidemment, j'ai la capacité à prier, à se tourner vers le Seigneur, à s'aimer et à être disponible. Vous voyez ce petit truc dont je vous parlais, cette disponibilité de cœur, de se dire en fin de compte, et moi, mon chemin il est où? Bon, lui il a fait un truc, ça a l'air sympa, lui il a fait un truc, oh, ça craint, qu'est-ce que j'aimerais pas faire ça, c'est trop nul, et moi. Et en fait je pense que la vraie question par rapport à l'engagement, il est de se dire, et moi? Voilà. Et moi aujourd'hui, parce que c'est pareil, et moi alors voilà ce que je planifie. Moi je planifie plus rien du tout. Je planifie plus rien du tout. Aussi grâce au colloque.
C'est incroyable comme ils ont la capacité de se refoutre dans la merde d'une année sur l'autre. Ils sont à peine sortis d'un traitement médicamenteux qu'elle tombe enceinte et lui il se fait choper avec de la cocaïne, il fait 3 ans de... Mais comment ils font quoi? C'est le cumul des mandats. Et donc je me dis, mais quittez-toi pour faire des plans sur la comète. Évidemment, je des désirs pour mes enfants, pour plus tard, etc. Mais j'essaie de les oublier, de me dire, en définitive, aujourd'hui, je suis disponible pour quoi? Voilà. Et donc les engagements, bah, c'est juste, ça correspond. Ça sert à rien que je vous en parle, c'est pas très intéressant, parce que ça correspondait à ma disponibilité à ce moment-là, à un peu de discernement, et le discernement, ça veut dire que j'ai demandé à des gens autour de moi, à mon épouse entre autres, qui est une meilleure conseillère, pour dire oui ou non, et puis le temps se dit, bah oui, en effet, la Seigneur, c'est là que tu me voulais. Mais j'aurais autant d'intérêt à écouter les vôtres, qui sont sûrement passionnants, quels qu'ils soient, que vous à écouter les miens. C'est très perso, c'est pas... Merci. Alors, il va y avoir une dernière question avant les questions du public. Est-ce que, après quelques années de recul, encore du recul, mais quelques années d'expérience, est-ce que la foi, c'est le moteur de l'engagement ou c'est l'inverse? C'est l'engagement qui a été le moteur de la foi? Amen, brother. Alors, est-ce que la poule... non, l'œuf... Non. Très clairement, je serais pas là si j'avais pas rencontré le Seigneur. D'ailleurs, quand Delphine m'a rencontré, je sais pas, quelque chose de profondément assis dans mon cœur, c'est que je serais mort avant 30 ans. Et une des premières choses que je lui ai dit, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? À l'époque, donc je quittais l'armée, j'étais aussi plongeur sous-marin, et je faisais un stage de soudure à l'AFPA pour être soudeur sur plateforme pétrolière. J'avais mon projet professionnel, 6 mois de plateforme pétrolière, comme soudeur sous-marin, j'encaisse à mort et je fais 6 mois de surf. Et je fais ça quelques années, et logiquement avant 30 ans, avec mon rythme de vie, de toute manière j'étais plus là. Donc je pense qu'en effet la prévision à cette époque fait que si j'avais pas fait une rencontre avec le Seigneur, je ne serais pas là. En même temps, une rencontre avec le Seigneur, si ça garantissait une vie heureuse, on le saurait. Je dirais... Enfin, la réalité, c'est que ce chemin avec le Seigneur nous donne la chance de marcher sur un chemin de liberté. Moi, m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais potentiellement aimable et capable d'aimer. M'a donné envie de partager ça à d'autres. En voulant le partager à d'autres, ils m'ont donné aussi de l'amour et je me suis rendu compte d'autres choses. Et petit à petit, je me rends compte que le Seigneur me fait marcher à travers ses engagements sur un chemin de liberté. Et comme je ne suis pas complètement débile, plus j'avance dans la vie et plus je vois que le Seigneur me fait avancer sur un chemin de liberté et de joie, et plus je vois ses fruits, et les joies, c'est des galères. J'ai un fils qui a fait un AVC, qui a une hémiparésie, il y a 3 mois, il était sur un lit d'hôpital, on me disait il va mourir. Je veux dire, il y a des hauts et des bas, mais il y a cette présence, il y a cette fidélité dans le temps, il y a ce chemin de liberté. Donc évidemment, être aimer, ça nourrit l'engagement. Quand il est discerné, cet engagement, il nourrit ce désir d'amour et il nourrit ce chemin. Donc c'est vraiment, évidemment, c'est un cadeau de ce chemin de foi. Et puis c'est toujours une histoire qui s'écrit à plusieurs. Et cette interdépendance, je trouve que le Seigneur pose dans ma vie, en ce qui me concerne, moi qui ai vécu avec ce sentiment de solitude et de devoir combattre de 0 à 20 ans, et en fait me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est dans cette fragilité que le Seigneur me rend interdépendant, et c'est à travers les autres, et l'amour évidemment, mais à travers les autres qui me donne la grâce de marcher sur un chemin de liberté. C'est royal au bar, quoi. Franchement, c'est top. Voilà. Eh bien super, merci beaucoup pour tous ces abordages. Du coup, s'il y en a qui ont des questions, allez-y, c'est le moment. Vas-y. Moi j'ai une question par rapport à vos enfants, quand vous avez commencé à prendre cet engagement dans les colloques Lazare, est-ce que vous êtes un peu inquiété pour eux, ou est-ce et même encore aujourd'hui, est-ce que vous ne vous posez pas la question, merde, il y aura peut-être des séquelles pour après, ils vont peut-être avoir... Enfin, vous parliez de votre fils tout à l'heure qui a vécu des trucs pas terribles, et du coup une inquiétude dans ce temps, est-ce que ça va les aider à grandir, à se construire, ou est-ce que ça va pas vachement les abîmer? Et voilà. Alors d'abord, ayant vécu des abus, la première chose que je me suis dit, c'est je suis un fou, ça va être un truc de malade. Je veux dire, on va être dans une maison avec des gens de la rue, je dis pas que les gens de la rue abusent des enfants, mais on est avec des personnes blessées, qui ont des fragilités psychologiques, on va vivre sous le même toit, SOS quoi. Donc moi je l'ai pensé un tout petit peu, ma femme l'a pensé à 600%. Et donc la raison, ça a été de dire, on ne peut pas vivre au premier étage dans 70 mètres carrés, il nous faut un peu plus grand, il faut que ça soit au rez-de-chaussée, et qu'on ait un accès jardin privatif. Un jardin partagé, mais un jardin pour les enfants, qu'on puisse les laisser jouer seuls, sereinement, sans avoir à les surveiller tout le temps. Donc, il y a quand même un peu la raison qui doit se mettre là-dedans. Et on s'est dit, si on a ça, on vient. Donc ça, c'est une première crainte qu'on a levée. Et puis ensuite, on a une vigilance permanente, ce qui est super dur. C'est quand vous avez des chouchoutes comme Antonia. Elle est où, Antonia?
je voulais la remettre mal à l'aise. Ah, des chouchoutes comme Antonia qui sont là. C'est difficile parce que du coup, vous dites, ah ben tiens, je pars 2 minutes, tu peux me garder les schtroumpfs? Mais pourquoi je les donne à garder à Antonia si je les donne pas à garder à quelqu'un d'autre, une coloc qui a connu la rue? Donc il y a tout cet équilibre de se dire, quel est le cadre de confiance? Puis quand on en a 7, ça court vite, hein, des petits lapins, puis ils sont partout. On n'a pas 7 yeux, donc ils partent pas dans tous les sens. Donc nous on a des colocs qui clenchaient la porte des filles pour aller leur dire bonne nuit quand elles étaient couchées. Et il faut être rapide aussi. Hein. Donc il y a un danger. Et c'est vrai, quand on parlait à des familles qui se posaient la question de prendre notre succession, je leur ai dit, vos enfants, vous allez les exposer. Carrément. Sachez-le. Et prenez cette décision et discernez si c'est ok ou pas. Mais vous allez les exposer à des choses dures et à des merveilles. Bruno, qui sort, je suis avec tous mes enfants, il me dit, putain, PG, j'ai te raconté la galère que j'ai eue hier soir, ça fait chier. Je dis, Bruno, les enfants, oh putain, merde, désolé, bordel, les enfants. Ok. Au bout d'un moment, t'arrêtes, tu vois, tu sais que les enfants, la cour de récré à côté, c'est le pays des bisounours. Je veux dire, ils ont un florilège de gros mots, d'odeurs, de tout ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la réalité. On les expose. Il y a ce risque, des fois, entendre des cris la nuit. On a une coloc, elle souffre. Ça fait 6 mois, elle va tous les soirs, pendant 1h30. Les enfants, papa, il y a la coloc qui fait encore du bruit, tu peux aller la voir, qu'elle arrête. C'est pas cool. Je pense qu'un jour, ils viendront nous voir en disant, hey, vous avez abusé, il y a eu ci, il y a eu ça. Sûrement, on les a exposés. On a essayé d'être le plus prudent possible. Mais je pense que ça, c'est là où j'ai confiance aussi, c'est que je pense aussi que nos enfants ils nous ressemblent, donc la question c'est le discernement du couple, voilà. Mais je pense qu'il y a surtout eu des grâces. C'est pour ça que je vous ai partagé aussi les grâces, ça n'a pas été tout rose. Peut-être qu'un jour on devra leur demander pardon pour cet engagement, mais je pense qu'il y a quelque chose de posé dans leur cœur malgré tout. Mais ça nécessite une prudence, ouais. Mais et une conscience qu'on les a exposés, c'est clair. Comme nous on s'expose, hein. Je veux dire, vous pourriez tous être devant Netflix en train de regarder une série peinard avec du popcorn. Ça serait moins engageant peut-être. Je veux dire, on s'expose. Voilà. Donc la question, c'est le juste degré de risque. Une autre question? Ludo. Excusez-moi, merci pour votre témoignage. J'avais juste une question en fait. Tout au long de votre témoignage, je me suis posé la question en fait, l'homme est fait vraiment pour vivre en communauté, c'est ça? Voilà, les questions philosophiques en fin de soirée, t'es un fou, tu veux que je fasse 1h30 ou quoi? Alors tout à l'heure, je parlais du besoin d'aimer et d'être aimé, et je parlais de la joie que j'avais de découvrir l'interdépendance avec son frère. Alors après, tu mets le mot communauté dessus, tu vois, moi j'aime bien parce qu'à Lazare, des fois on rencontre des hommes politiques plutôt éminents, mais vous avez une communauté? Pas du tout. Mais vous êtes chrétien? Nous sommes d'inspiration chrétienne, tout comme Emmaüs, mais nous accueillons tout le monde. Donc les mots, ça dépend du contexte. Il y a une sœur de communauté, une magnifique communauté, la communauté des béatitudes ici. Voilà, elle pourrait vous parler de la communauté. Ça aurait une couleur. Moi, ma famille, c'est une communauté. Maintenant, Lazare, c'est une famille pour moi. Même si on a quitté la maison et tout. Donc c'est une autre forme de communauté. Donc tu vois, les mots sont pas nos amis, donc je foncerai pas sur le mot communauté. Mais en même temps, tous les projets de l'économie sociale et solidaire qu'on accueille aujourd'hui, pourquoi des chefs d'entreprise qui gagnent bien leur vie se posent la question de prendre des personnes en situation de handicap? Pourquoi on accompagne des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui se disent on va vivre dans une même maison pour l'environnement et partager une buanderie? C'est pas seulement pour économiser sur les consommations d'eau, c'est parce qu'ils ont besoin de rapports humains. D'ailleurs, et là j'ouvre une discussion qu'on n'aura pas ce soir, mais la data qui arrive, méchante data qui arrive, qui va remplacer les hommes, en définitive, elle va nous affranchir aussi de beaucoup d'analytiques qui se font aujourd'hui par des matrices de calcul et des réseaux. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses à développer, de nouvelles dans la relation. Donc oui, est-ce qu'on a de relations? Est-ce qu'on est là pour vivre une réalité fraternelle? C'est clairement l'invitation et le témoignage du Christ qui a tout le temps passé son temps avec tout le monde. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Une dernière question avant le mot du Père Para. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes de la rue pour rentrer dans la maison C'est intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes de la rue pour rentrer dans la maison? Il y a beaucoup de personnes de la rue qui cherchent à plus être dans la rue. Alors, je dis ça, il y a beaucoup de personnes, il y a plein de personnes de la rue aussi qui ne souhaitent pas avoir un toit. Mais du coup, je te dis ça parce que ils ne viennent pas dans une maison Lazare. Ils cherchent un toit. Donc ils rencontrent un foyer, ils rencontrent un ci, ils rencontrent un ça, puis à un moment ils rencontrent une petite bande de gueudins qui disent écoute, nous on est tous bénévoles, on n'est pas professionnels, on fait pas de réinsertion, par contre on a un toit, il y a un loyer, et t'as des colocs.
Ils vont être un peu casse-pieds, des fois ils sont jeunes, des fois ils râlent, des fois ils sont rigolos. Ils vont t'aider à faire les courses, peut-être que tu leur apprendras à faire la cuisine parce que toi, avant d'être dans la rue, tu as été cuisinier. Pas d'alcool dans la maison, pas de télé, pas de chien. Enfin, pas d'animaux. Bon, c'est le concept. Hein. Alors c'est marrant parce que tu énonces tout ça. Pas de drogue et pas d'armes. On est obligé de préciser ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et souvent il fait pas de chien. C'est souvent sur le pas de chien que ça résonne, évidemment. Et pas de télé aussi. Et en fait, en partant de ce deal, eh ben, ils viennent ou ils viennent pas. Donc voilà pourquoi ils signent. Tu vois, donc ils signent pas pour un projet dans un truc d'inspiration chrétienne où ils vont vivre des trucs de ouf. Ça, c'est ce qu'on vend aux volontaires. Voilà. Si vous avez d'autres questions, à la fin, il sera sans doute disponible pour y répondre. Maintenant, on va accueillir un autre grand bavard, le Père Para. Il va venir faire le mot de la fin. Des paroles du pape à propos du fait que une des sans-abri avait entendu être le trésor de l'Église. Du coup, quel est le point de vue de l'Église sur l'accueil des sans-abri et puis sur l'accueil des personnes en difficulté, par exemple les migrants actuellement? C'est une bonne question et je pense que c'est une énorme question. Et de fait, l'articulation entre performance et sens est presque, on pourrait le développer en disant cœur et raison. Cœur et raison, c'est un peu la même chose. Et avant d'aborder cela, sur la question des pauvres, je pense qu'il faut qu'on se sensibilise tous à cette question. Tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans une maison Lazare ou un autre organisme, voire à donner sa vie, comme un franciscain, comme Mère Teresa, toute sa vie. Si vous êtes appelé à le faire, faites-le. Parce que clairement, vous aurez les grâces pour le faire, et puis il en faut. Et beaucoup sont appelés à le faire, en fait. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé à le faire. Par contre, ce que je peux dire, tout le monde est appelé à être un fidèle pour un pauvre. On ne peut pas aider tous les pauvres du monde, mais on peut être fidèle en amitié avec un pauvre. Et le pauvre qu'on va rencontrer, il peut être notre voisin, notre ami, le gars de la rue d'à côté, la personne de notre famille en difficulté. Et la fidélité à cette personne, vous pouvez le faire, ça ferait partie un peu de ses amis, qu'elle soit croyante ou non. C'est engageant, mais le Seigneur vous mettra sur votre chemin des gens où vous devrez être fidèles. Et en fait, si tout le monde était fidèle à une personne, je pense que ça irait beaucoup mieux. Par contre, il y en a, le Seigneur leur demandera d'être donné beaucoup plus dans des formes de pauvreté durable. Voilà, donc c'est un discernement à faire, et puis des fois, il y en a qui le font. Moi, je l'ai fait aussi avant d'être prêtre sur Paris avec les gens de la rue. Le Seigneur le demande, ou même vous pouvez le faire pendant 1 an, 2 ans, etc. Mais la fidélité de s'engager avec des personnes, on va dire, qui vous sont données, hein. Il faut être disponible. Hein. En étant disponible, et j'allais dire les pauvres, on va en rencontrer. Et il ne faut pas choisir ces pauvres. Les pauvres, ils viennent à nous, tels qu'ils sont avec leur pauvreté. Comme me dirait mon curé, la race du pauvre, c'est qu'il vient quand on ne l'attend pas. Et quand on n'est pas prêt à le recevoir, et on apprend à le recevoir. Voilà. Donc ça, c'est ainsi. Une autre joie, à mon avis, qui est auprès des personnes de la rue, qu'il faut le dire, c'est que il n'y a pas de gris. Il y a du noir ou du blanc, c'est mystère pascal, c'est la mort ou la résurrection. La demi-teinte, il n'y en a pas trop. Enfin, il n'y a pas de demi-teinte, c'est entier. Et cette grâce d'être de cette vie nous recolle un peu aux réalités fondamentales. Et ça nous fait du bien. Et bien souvent, on pense donner, et de fait, il faut donner. Hein. Et ce qu'il y a de plus cher à donner aujourd'hui, c'est il y a l'argent, des fois c'est nécessaire, il ne faut pas culpabiliser de donner de l'argent, même si la personne, elle va faire tout et son contraire avec, vous savez. Parce que, en fait, si vous voulez éduquer, c'est du long terme, ça passera par l'amitié. Mais du one shot, il faut donner, il ne faut pas regarder. Par contre, ce qui coûte plus cher que l'argent, c'est le temps, c'est l'or. Aujourd'hui, on a tous du temps à donner, et là, dans la fidélité, c'est donner du temps à quelque chose. Là, on peut faire quelque chose pour quelqu'un. Ce qu'on a le plus à donner aux personnes, c'est notre foi, clairement. Et vous voyez, ça, c'est un scandale profond. Il faut prendre conscience de cela. C'est un scandale profond que, par exemple, les pauvres n'aient pas accès au Christ. Et nous sommes en bonne santé, parfois pas toujours, nous avons les moyens de vivre. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont fondamentalement la richesse qui leur manque le plus, c'est Dieu. Et c'est étonnant, mais dans la providence divine, Dieu, il pourrait peut-être le dire, il y a très peu d'athées dans les pauvres, en fait. L'athée, c'est une construction intellectuelle.
Ça demande un certain niveau intellectuel, de sophistique, mais en réalité, un pauvre, soit il est contre Dieu parce qu'il en veut, parce que Dieu l'a pas aidé en théorie, parce que sa grand-mère est morte, son père l'a menacé, l'a violenté quand il était jeune, ou alors il a toujours la foi. Moi, en tant que prêtre, le nombre de gens de la rue qui viennent me voir, j'ai même eu des confessions de gens de la rue, depuis que je suis prêtre, des choses comme ça, le pauvre est toujours en recherche. Et en fait, Dieu soit lui parle directement, ça peut arriver, soit alors il attend que nous lui apportions la charité matérielle, disait Mère Teresa. On peut parler de Dieu quand quelqu'un a faim, donner à manger, après on parle. Ou alors, il attend qu'on lui parle de Dieu. Et en fait, ne pas le faire, le risque, c'est qu'il se scandalise. Et ce que dit l'Église, il y a plus grave. Le plus grave, c'est que le petit peut se scandaliser et finir par croire, quand on ne va pas l'aider, que Dieu n'est pas son Père et qu'il ne tend pas la main. Dont l'importance de la fidélité pour chaque personne. C'est capital. Et dans le gouvernement divin, la manière dont Dieu, je vais dire, gouverne le monde, il a prévu que chacun aide un petit. Et je terminerai en disant que c'est étonnant, souvent on pense donner et on reçoit autant. Enfin, moi, ça m'est arrivé à titre personnel d'avoir été consolé et éduqué par des gars de la rue. Voilà. On pense donner et on reçoit d'eux. Voilà, alors, l'Église considère depuis les premiers siècles que les pauvres sont notre richesse. Il y a des fameuses phrases de premiers diacres, martyrs, qui le pensaient véritablement. Voilà, exactement ça, tout à fait. Donc les pauvres sont notre richesse parce qu'ils nous apprennent à vivre. Ils nous apprennent à vivre. Saint Vincent Paul, bien plus tard, dira, quand vous donnez, il faut vous excuser. Vous excusez. Voilà, les pauvres, il dira aussi, sont nos maîtres. Donc l'Église, et personne ne peut se dédouaner d'aider les pauvres. Tout le monde n'est pas appelé à être auprès des pauvres, mais tout le monde doit être fidèle avec les pauvres. Et le pauvre nous renvoie à des éléments fondamentaux, c'est aussi une richesse. Voilà. Et puis après, il ne faut pas viser l'efficacité, hein. Il faut viser la gratuité et avoir comme je remercie pour votre témoignage par rapport à vos enfants, sur l'espérance, Dieu maîtrise la vie des pauvres. Pas au sens, c'est pas un pion, chaque personne n'est pas un pion à porter, mais on va dire que il faut faire ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire relève d'une main plus grande que la nôtre. Et ça c'est très important, parce que vous avez des gars de la rue qui vont mourir demain, et simplement vous les avez aidés aujourd'hui, il ne fallait pas chercher à tout prix à ce qu'ils s'en sortent. Voilà, des fois c'est très dur, on en a vu à La Roche, il y en a qui sont morts dans la rue récemment, des sépultures, c'est comme ça. Mais par contre, et c'est terrible, hein, mais ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous avons à faire, et après, comment dire, il faut garder l'espérance qu'il y a une main plus grande que la nôtre qui œuvrera. Ça nous permet de poser une juste responsabilité qui n'est pas de porter le fardeau de la misère du monde entièrement. C'est pas ce que Dieu nous demande. Par contre, il nous demande de participer à notre mesure. Voilà. Et sans doute, pour terminer encore, excusez-moi d'être long, mais moi aussi je suis un bavard, merci pour le texte, Martin. C'est qu'effectivement, là, ça nous replace sur l'Évangile. Voilà. La grande réforme de l'Église qu'il y a eu quand elle vivait des temps durs au XIIe siècle et XIIIe siècle a été les ordres mendiants avec François d'Assise. Il s'est réformé en s'occupant des pauvres. Et de fait, plus nous irons vers là, plus nous serons crédibles. Vous savez, il y a eu des empereurs qui étaient complètement contre plein de formes, même contre le Christ. Je crois que c'est Fabien ou Justin, historien, non, c'est un empereur des premiers siècles, mais il a dit un truc. Il a dit, il faudrait garder un seul truc des chrétiens, c'est la charité. Ça, le Seigneur le permet, et il faut toujours le développer. Voilà, un grand merci pour votre accueil. Merci pour ce que vous faites. Alors, s'il y en a des jeunes qui sont intéressés par la Maison Lazare ou d'autres organismes, n'hésitez pas à la voir à la fin de notre invité, parce que c'est important. Aussi, notre pirate en béquille est encore disponible. On la remercie aussi chaleureusement. Et alors, on va approcher dans la vidéo. Si vous auriez un mot à dire, Martin, on le remercie Martin aussi, parce qu'il a bossé. Toutes les questions ont été bien faites. Et on remercie aussi toutes les petites mains qui nous ont aidés repas, pour tout. Merci beaucoup. Alors, si vous auriez un mot à dire pour un jeune qui voudrait se donner, mais qui ne sait pas comment se donner, qui se pose des questions par rapport aux pauvres, qui se pose des questions sur sa vie, en one shot, vous diriez quoi? Très court. C'est une question très longue, mais désolé. Eh ben, ce que tu ne donneras pas, personne d'autre ne pourra le donner. Donc donne ce que tu as à donner.
Un grand merci. On va finir par notre fameux jingle. One Seven, c'est du lourd, du gros lourd. Merci.